Émission 696. Cette semaine, The Rise of Ultraman. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont parfois aussi ratoureux que Loki. Ça peut arriver, ben oui, c'est ça. Présente à l'instant, la première incarne toutes les Powerpuff Girls. Marie-Lune Bob Brisebois est avec nous. Salut Bob! Oh bonjour! Faut que j'arrête de dire à tout le monde que je tu t'appelles Robert? Entre autres, oui. Mais non, quoi? Attends, J'attends pas ma présentation, j'ai déjà des questions. Il est déjà dans l'anarchie. On va y revenir. Mais juste avant, on a un invité avec nous. C'est un humoriste. Il va présenter demain, le 4 mai, pour le Star Wars Day, son spectacle de marionnettes, La Saga des Étoiles, Star Wars, tout Star Wars. Voyons, tout Star Wars. Faut que ça t'embarque là, dyslexie. Hein? La Saga des Étoiles, tout Star Wars en 60 minutes. Donc, tout Star Wars 1 à 6, la fausse représentation. Oui, donc, tout à fait. Présenté demain et le 5 mai. Sold out déjà, mais il a accepté de venir pareil nous parler du spectacle. Jérémy Larouche. Salut, Jérémy. Bonsoir! Salut. Hey! Fait que là, on revient à Bob. Oui, Robert! Marie-Lune s'appelle Bob. Mais non, comment ça? Quand je suis née, mes parents, c'était des piles, ils m'ont quand même appelé finalement Marie-Lune, ils avaient décidé de défaire les construits sociaux, puis ils voulaient pas un nom féminin, puis ils m'avaient appelé Robert, parce qu'ils ont vu ça dans un film ou un livre, que c'était quelqu'un à la guerre, puis qu'il y avait une belle femme qui s'appelait Robert. Fait que je m'appelais Robert Marie-Lune Maya, puis même leurs amis... Maya? Déjà Maya. Maya, ça veut dire cadeau, ou miracle. Ou mayonnaise avec une forme. En tout cas, Maya oui, l'abeille. Et donc, même leurs amis hippies étaient comme là, vos combats, là, vous allez battre. Faites-les tout seul parce que Robert Brisebois, Bob Brisebois, c'est pas super cute. Fait que là, ils l'ont changé. Donc, sur mon attestation de naissance, c'est Marie-Lune Robert Maya Aude Brisebois. Bon, c'est mon nom. Mais c'est hot, Merci à Sauterelle, qui était ma marraine. De son vrai nom, Sauterelle, d'avoir dit à mes parents. Est-ce que vous viviez sur un camp de vacances quand vous étiez jeune? Ou qu'est-ce qui se Non, passe? mais j'habitais dans des villages où les gens avaient... Tu sais, quand j'en parle, là, que mes meilleurs amis s'appelaient Sorbet et Abricot, là... T'as jamais dit ça, jamais. Je t'ai jamais entendu dire ça, pas en tout. Ah, d'accord. Fait qu'on les salue. Mes voisins s'appelaient Sorbet et Abricot, puis de l'autre bord, s'appelait Clitsol et Nénuphar. Est-ce que le monde était ces champignons dans ce village-là? Ou j'ai l'impression que c'est un village de crackpot? Sûrement. Donc, c'était un peu... C'était beaucoup des gens de la ville qui avaient fait un retour à la terre, puis là, ils sont virés sur le top. Puis on finit par dégeler puis revenir à Montréal. C'était quoi le nom du village? Saint-Julien. Ah, c'est décevant. Le village s'appelait Ville, juste pour fucker. Là. Je m'attendais à un nom écœurant. C'est proche de Victoriaville, ça s'appelle Saint-Julien. Wow. Et c'est là qu'est mon papa en ce moment. Okay. Je suis allée le mettre sous une roche cachée proche de notre maison d'enfance pendant que les gens n'étaient pas là, l'été passé. Parce qu'il était incinéré. Oui, excusez. Ouais, c'est ça. Il n'est pas allé le planter. Contexte, Marie, le contexte. Il est Alzheimer, pauvre petit, il attend. Ça fait 2 ans qu'il est là. Au bout d'une corde, il attend. Robert! Allô? Oh non. Mais t'as jamais eu peur que les propriétaires de la place découvrent ton papa? Il est dans un ziploc en dessous d'une roche. Ben justement, pourquoi tu l'as pas... Parce que j'ai... C'est quoi ce début d'émission-là? Parce que quand je l'ai transudé d'un pot au Ziploc, je l'ai échappé. Fait que je me suis dit, je veux pas que ça recommence un peu. C'est quoi ça, comme dans le Big Lebowski, là, qui le pitch? Ouais. Mais j'ai fait la même chose avec mon père. Je l'ai échappé, je l'ai inhalé, je me suis étouffée, je l'ai roté. Puis t'as roté papa. Puis j'ai roté. Wow. Je ferais plus jamais ça. Donc, je l'ai mis dans un Ziploc. J'étais comme je l'ouvrirai plus jamais. Donc, wow. C'est cela. C'est arrivé la même chose l'ensemble de la culture populaire. Oui, l'ensemble de la culture populaire. Mais je reviens à la culture populaire. Le mari de George Takei, qui était dans Star Trek, il y a un documentaire sur lui, To Be Takei, je crois, le nom du documentaire. Super bon. Allez jeter un coup d'œil là-dessus, c'est disponible partout. Là.
La mère de son mari décède, ils vont l'incinérer. Ils vont sur le sommet d'une montagne, ils vont la pitcher, et là, elle revient sur Teke et son mari. Puis là, en char, puis Teke, qui est comme tout le temps le gars le plus positif au monde, dit « I got a bit of your mother on you, on me. » Puis il se donne des coups pour l'enlever. Là. Drôle de scène. Donc, le truc, ce serait de verser du liquide dedans, question d'avoir une boîte. C'est ça, il faut de pitcher une boîte. Une pâte à mâcher de papa, c'est ça. Ouais, c'est ça. Wow! C'est incroyable, tout ça. Ben, pour être certain, tu peux mettre de la colle blanche avec l'eau. C'est juste pour être certain d'assurer une certaine... Puis des bâtons de popsicle. Oui. Des cure-pipes, là, c'est rendu. Des macaronis, mon père est rendu un bricolage. Après, mon père est un lutin. Mon père est un bricolage. C'est ça, tu prends les cendres de votre être cher comme base, vous les mélangez avec de la colle et de l'eau et un œuf pour être certain. Puis là, vous faites une représentation en papier à mâcher de cette personne. Crafty Ben est revenu. Ah oui. Cette représentation en papier à mâcher de ton père dans le salon qui te regarde regarder la télévision. Non, écoute, pour vrai, n'aie jamais d'enfant, Benoît. J'en veux pas, inquiète pas. C'est juste, on vient de prouver ici en genre 10 minutes pourquoi je n'aurai jamais d'enfant, ou si j'ai un enfant, on va me retirer la garde après quelques mois. Je le watch, tout le monde, je le watch. Mais Jérémy. Oui, je suis là, mais c'est pas grave. J'ai du plaisir à date, là. Excellent. Jérémy, pour les gens qui nous écoutent en direct, t'as un beau scaphandre à ta droite. Ouais. Pourquoi t'as ça dans ton décor? Plein de raisons. J'ai tourné une série de vidéos éducatives, scientifiques sur l'eau, humoristique en même temps. Puis là, tant qu'à ça, on a fait, Audrey, qui est une artiste visuelle, qui, mon Dieu, j'ai comme un blanc de mémoire sur son Instagram. Je me sens super mal. Attends, écoute, à un moment donné, durant un live, j'ai carrément oublié son nom à filmer avec Rémi Fréchette. Ils ont filmé un live, puis j'ai oublié carrément son nom. OK, c'est Audrey, dans le fond, A-U-D-R-E-Y-E-M. Son Instagram, c'est This is Audrey E-M. Bref, Audrey, qui est une amie, a fait une super belle murale avec des pieuvres, des méduses, des affaires que j'aime beaucoup en partant. Puis là, ça, c'est le gros scaphandre qu'il y a normalement chez Juste pour rire au 2e étage quand tu sors de l'ascenseur qu'on a comme gentiment volé, puis qu'on a installé là, dans le fond, emprunté, mais je le ramène, là, ils savent. Okay. Mais c'est ça. Fait que bref, c'était le setup, dans le fond, pour les vidéos. Puis tu sais, ça donne que ça reste là parce que c'est beau, puis c'est mon bureau maintenant. Là. Puis le monde est petit, tu travailles souvent avec notre ami Rémi Fréchette. Oui, c'est Rémi qui réalise tout ça. Mais je fais une couple de projets que je fais avec Rémi, qui est un ami d'amour. Là, mon Dieu, j'ai du fun avec Rémi. Fait que c'est tout le temps cool que la vie nous remette ensemble. Puis t'étais un geek, assumé, t'es un grand geek de Harry Potter, de Star Wars. Puis en 2016, t'as lancé un show qui reprend les 6 premiers films de Star Wars. Mais c'était pour faire un recap avant que le 7 sorte au départ. C'est ça, j'allais dire. Là, t'es plus à jour. Là. Il va falloir que tu remettes ton show à jour. C'est dans les plans? Il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé de faire comme mettons un part 2 ou peu importe. Oui, la différence c'est que tu sais c'est comme on avait une distance par rapport aux œuvres, tu sais dans le sens qu'il y avait eu des années là depuis le il y avait des 3. Décennies, on s'était calmé là, on avait arrêté d'être fâchés, mais comme c'est ça faudrait laisser le temps un peu là, tu sais comme décanter ça. Mais il y a des petites mises à jour, il y a des blagounettes ici et là pendant le show quand même qui font référence à 7, 8, 9 ainsi qu'aux 2 autres très mauvais films qu'ils ont fait. Là. J'ai inclus Rogue One là-dedans. Là, c'est vraiment le Star Wars que j'ai le moins aimé. Mais attends, est-ce que tu inclus aussi les films des Ewoks qui sont plus canons mais qui font quand même partie de l'histoire de Star Wars? Pas. Non, j'en parle même pas. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas le temps. Là. il y a tellement de choses à gérer dans ce show-là, parce qu'il faut résumer 15 heures de film pareil là, en 1h15. Là. Mais c'est ça, comment tu t'y prends là, pour les gens à la maison qui n'ont jamais vu le show? Comment tu le décrirais? C'est vraiment niaiseux. Je voulais. C'est dans le descriptif d'ailleurs, hein. Si vous allez acheter des billets, là, c'est marqué. C'est vraiment niaiseux. C'est vraiment des bonhommes en carton, parce que je voulais résumer, c'est ça. Tous les films avant le 7, tu sais. Puis, quand j'ai commencé à fabriquer les marionnettes, je me suis rendu compte que c'était trop long.
puis que j'avais minimum 200 personnages. Fait que je me suis dit, je vais juste les dessiner en carton, les découper puis les coller sur une brochette, tu sais, des bâtons brochettes barbecue. Ouais. Puis that's it, that's all. Fait que là, je fais parler vraiment des bonhommes dessinés au Prismacolor, genre, hey, toi, oh là là! Tu sais, c'est très approximatif, mais le côté crafty, Ben serait content. Là. Ah, moi, Yes. je suis titillé en ce moment. Là. Mais c'est très quétaine, c'est très, très basic, puis je déchire les bonhommes, j'en brûle, j'en pitch partout. Tu sais, on est vraiment dans l'esprit de quand on regarde un kid jouer avec des bonhommes dans sa chambre, là. C'est vraiment Fait que, c'est finalement, vraiment tu as trouvé une manière de monétiser la passion que bien des jeunes ont chez eux. Ils jouent avec des jeux. Là, t'es rendu dans quoi? Dans trentaine. Là, maintenant, je vais faire de l'argent avec ça. Oui, exactement. Mais c'est parce que j'aime beaucoup dessiner. Je dessine pas tant bien, mais j'aime dessiner. Fait que... Tu dessines pas pire. T'as un univers. Quand tu me partages des trucs sur Instagram, là, on voit qu'il y a une facture. Là. C'est tout le temps un peu la même... Oui, mais je ne sais pas dessiner. Dans le sens que je n'ai pas jamais pris de cours de dessin. Fait que je suis capable de faire ce que je fais. Mais je peux pas comme faire autre chose. C'est ça l'affaire aussi. Fait que ça, je dis que je dessine pas pour vrai. Là. Mais genre, je m'arrange pour que ça ressemble à ce que je veux que ça ressemble. Là. Mes proportions sont à chier. Puis t'as remarqué que tous les bonhommes ont toujours les bras croisés ou les mains dans le dos. Parce que moi, on dit que des mains, c'est dur à dessiner. Mais tu sais que c'est un truc. Les artistes de comic book, ceux qui détestent faire des pieds, vont tout simplement les cacher dans de la brume ou de la boucane pour empêcher d'avoir à les dessiner. C'est la chose que le monde déteste. Les mains et les pieds. Ah, c'est un cauchemar. Épouvantable. Ah, puis des fois, quand il y a des mains, tu regardes les pouces, c'est comme, ah, OK, une main droite à gauche. Tu sais, genre, ça marche pas, là. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est vraiment de résumer, parodier, puis de refaire. Puis le fun, c'est aussi de faire des crossovers, de faire des références à d'autres univers. C'est ça, j'allais dire, s'il y avait des références à d'autres univers imaginaires. Oui, fait que c'est ça qui est le fun, tu sais. Fait que il y a des références à Harry Potter, des références à... genre, tu sais, mon Dieu, Weekend chez Bernie, genre, pour vrai, là, il y avait une référence à un moment donné. Tu sais, c'est plein d'affaires qui n'ont pas rapport, là, des fois, là-dedans. Les Ninja Turtles. Comment ton show, il a évolué depuis 2016? Parce que je pense que la première représentation, c'est dans le cadre de ZooFest. Ouais. Là, on est rendu 5 ans plus tard. Qu'est-ce qui a été changé? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été coupés, que tu as rajoutés ou que tu as modifié? Le matin de la première à ZooFest, j'avais 2 heures de show, puis fallait que j'en fasse 60, max. Holy fuck. OK. Ouais. On a pleuré, on a saigné du cul, puis on a coupé tellement d'affaires. Genre, mettons, là, on a coupé toutes les pod racers, on a coupé Watto, on a coupé... Non. Ah ouais, épisode 1, là, il y a comme... on part de, genre, des Gungans direct à... On est rendu sur Coruscant, puis by the way, en chemin, on a trouvé un petit cul qui s'appelle Anakin, genre. Il y a comme c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Oh non, pas épisode 1. Mais le pire, c'est que quand tu regardes ça froidement, là, épisode 1, 2, 3, les histoires sont vraiment meilleures et plus complexes, puis plus développées que épisode 4, 5, 6. Sincèrement, tout le plot, toute l'intrigue autour de ce que Sidious fait dans le fond, tu sais, comme comment il réussit à prendre le pouvoir, comment il manipule Anakin, la romance entre Anakin et Padmé, tu sais, si t'enlèves la réalisation des films puis le CG, là, pense-y comme pour vrai, les scénarios sont tellement plus riches. Genre parce que sur papier. Ah oui, ben je veux dire, on est capable de faire des meilleurs films que les années 70 anyway, là, je veux dire, les scénarios sont toujours de plus en plus complexes, là, tu sais, épisode 4, c'est Rescue the Princess, là. C'est ABC, là. Est-ce que tu as une préférence? On va en profiter. Est-ce que tu as une préférence au niveau des films? Ben, tu sais, comme, il y a des affaires que j'adore. Tu sais, comme, mettons, c'est sûr que, bon, Empire Strikes Back, ça reste comme celui que je préfère pour la signature visuelle, puis pour la musique, pour plein de choses. Mais comme, tu sais, dans l'épisode 4, je trouve que les transitions musicales de John Williams, là, genre ta cette espèce de jingle là était écœurant, puis il revient plus après parce qu'on remet tout le temps juste la marche impériale. Puis tu sais, moi j'ai vraiment beaucoup porté attention à la musique dans mon show. Toutes les tunes qui jouent, c'est tout le temps à ce moment-là qui jouent dans le film. Fait que tu sais comme puis même que j'étais comme un peu déçu quand j'écoutais le 2 là, The Attack of the Clones là, j'étais comme un peu déçu qu'il y ait le thème de Vader un moment donné quand il y a Dooku, j'étais comme ça pas rapport. Mais je trouvais ça hot, mettons ouais, c'est ça, mais je trouvais ça hot, mettons que ce leitmotiv là joue dans l'épisode 1. Puis juste le thème d'Anakin quand il est enfant, c'est les mêmes notes mais déconstruites, puis comme il y a certains moments que ça finit tu sais comme surtout quand Yoda dit tant de peur je sens en toi, il y a comme je trouvais qu'il y avait vraiment un souci des leitmotifs que des fois ça n'a pas toujours été respecté, fait que j'ai comme un gros fun à essayer de toujours rester fidèle au j'aime ça quand chaque personnage a son leitmotiv dans une soundtrack, genre, tu sais, comme le thème de Leia, le thème de Solo, là, tu sais. Fait que... Ouais, moi, ça me fait ça avec les Avengers, là. L'espèce des notes. Là, ça me fait capoter à chaque fois, là. Ouais. T'as juste besoin d'entendre le corps faire pam, 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 pam. Pis t'es comme...
Je sais pas pourquoi, mais je suis énervé. Oui, ben c'est ce que je trouve plate des films récents aussi, c'est qu'il y a plus des scores avec des mélodies qu'on se rappelle, tu sais. Mais la critique a été faite sur Avengers, pourtant je suis pas du tout d'accord. Il y avait quelqu'un il y a quelques années qui avait sorti une espèce d'analyse YouTube, qu'il y en a permis, qu'il y en a plein. Là. On avait dit, ah oui, mais Avengers, les films de Marvel n'ont pas les leitmotifs, n'ont pas la grandeur des années, des tunes des années 70-80. En même temps, les années 70-80, là, ça fait 30-40 ans qu'on a été capable de digérer ces chansons-là puis de les répéter dans des parodies. Fait que, il existe, là. C'est l'effet les dernières saisons des Simpsons. Ouais, mais qui a vu les dernières saisons des Simpsons pour voir, vraiment juger si c'est pas bon, genre? Je te comprends. Mais tu sais, comme il y en a quand même eu avec le temps, mais tu sais, comme mettons, tu sais, Captain America, le je trouve ça super le fun. D'ailleurs, je chante faux, désolé pour tout le monde qui a une oreille absolue, là, vous allez comme... Il y a du monde qui se suicide en ce moment à la maison. C'est atroce. Mais comme, c'est ça. Puis tu sais, Thor, je pense que son thème est devenu le fun dans le 2, dans Dark World, avec ce que Brian Tyler a fait. Ce que Tyler Bates a fait avec les Gardiens de la Galaxie aussi, c'est le fun quand même. Mais tu sais, reste que sont quand même subtils les thèmes. Tu sais, j'y prendrais encore plus dans ma gorge un peu, comme justement dans le premier Avenger, que il est tout le temps là, le thème, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme... Je sais pas, je suis peut-être old school parce que c'est plus tant la mode, mais tu sais, je suis un gros fan de James Horner, tu sais, tout ce genre d'affaires-là, Jerry Goldsmith, tu sais, Alan Silvestri. Fait que tu sais, d'ailleurs, Alan Silvestri a fait Avengers. Mais c'est ça, je suis comme, tu sais, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai haï Rogue One, là. J'étais comme ça, oh, Ethan! Fait que, c'est ça. Mais bref, fait que la musique pour moi, c'est super important. Fait que tu sais, c'est difficile pour moi de dire c'est lequel. Je reviens à la question initiale parce que j'ai pris mon Ritalin. C'est lequel mon préféré, je serais, tu sais, c'est plein de morceaux de toutes que j'aime full, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis comme un peu capable d'aimer le 7-8-9 aussi, je pense, parce que j'aime Star Wars. Fait qu'au final, je suis quand même toujours relativement satisfait. Fait que tu vas être preneur s'il y a d'autres films qui s'en viennent parce qu'il va en avoir d'autres, là, c'est pas mal certain. Ben moi, tant qu'ils assument qu'ils vont ailleurs, c'est pour ça, tu sais, que j'ai pas aimé Rogue One, c'est que j'étais comme, OK, il y a pas de générique, il y a pas le crawl de générique jaune dans l'espace. J'étais comme, mais sacrément. Puis là, ça commence, puis je suis comme, OK, c'est beau, c'est correct, c'est un Star Wars movie, m'a me calmer les nerfs. Puis là, après la première scène, là, pas vraiment la toune avec Star Wars écrit dans l'espace, j'étais comme, non. Tu le fais ou tu le fais pas, là. Je pense que j'ai eu la même réaction. J'étais furieux, là. J'étais comme... T'en es où? Parce que Bob Maya, elle refuse d'écouter The Mandalorian. Je refuse pas, je suis pas encore prête. T'es de cochon. Mais t'en es où par Mandalorian? T'es où par rapport à ça? J'ai tout écouté, j'ai full aimé ça, mais je suis vraiment déçu parce que le monde disait tellement que c'était bon que j'avais trop d'attentes. Hein, Robert? Tu comprends? Mais c'est très bon. C'est comme, c'est très, chaque épisode, là, c'est comme il arrive une affaire. Tu sais, c'est très Disney basic, mais ça me fait du bien. J'aime ça. Moi, ça me fait du bien, des fois, de pas rentrer dans une espèce d'épopée qui dure sur 13 épisodes avant de savoir que finalement, le gentil faisait partie de la gang des méchants. Puis, tu sais, regarde, je suis dans le modèle Le Vagabond. Ville, une intrigue. Monster of the Week? Oui, genre, exactement. C'est exactement Monster of the Week avec des special features. Tu sais, le bout de Boba Fett qui revient, genre, t'es comme genre, yeah! Tu sais, le spoiler alert, là. Hey, regarde, vous êtes 10 ans en retard. Mais quand même, tu sais. Je savais ça. Mais c'est ça, il y a des affaires vraiment nice, puis ne serait-ce que, je reviens sur la musique, mon Dieu, c'est tellement Ennio Morricone-esque. Le thème, non, c'est ça. Tu sais, c'est le fun. Mais comme, tu sais, je peux pas croire qu'un épisode de Marvel, Agent of S.H.I.E.L.D. est plus complexe, là. Tu sais, je veux dire, come on. C'est assez de base. Je suis un petit peu en retard sur cette série-là. Il va falloir que je m'attape éventuellement. Pour revenir rapidement au show, les deux représentations, donc celle de demain, le 4 mai pour le Star Wars Day, est complète. Ben en fait, les deux sont demain. Les deux sont demain. Je me suis trompé. C'est le 4, c'est ça. C'est 17h30 puis 19h30. Je m'excuse, je me suis trompé. Non, c'est pas grave. Est-ce que tu as eu à modifier un peu le show à cause de la COVID puis toute la cochonnerie? J'ai découpé plein de petits masques. Puis là, les personnages portent des masques parce qu'ils respectent pas le 2 mètres puis les sites en portent pas. Puis genre, c'est tellement con. Est-ce que c'est méta? C'est pas là, je m'en vais le voir demain. C'est pas grave. Excellent. Plein d'autres jokes. Est-ce que tu sais s'il y aura d'autres représentations dans le futur, comme cet été, par exemple? Oui, peut-être. Non, rien de confirmé encore. Okay. Moi, j'étais vraiment content parce que, tu sais, c'est un show que Zoufès a donné. C'était un trip que je voulais faire, cette affaire-là.
ZooFest, ce qui est génial avec ce festival-là, c'est qu'il donne la chance à des idées champ gauche. Puis, tu sais, à chaque fois que j'arrivais avec mes propositions de marionnettes, tu sais, j'avais fait en route vers mon premier gala avec des bonhommes, des figurines, puis on m'avait dit, genre, c'est pas mainstream, ça passera jamais à TV, ça marche pas, ça se peut pas. Puis, tu sais, comme, tu vois, ZooFest, ça veut dire, nous, on aime ça, ces niaiseries-là. Puis, le show était sold out, tout le festival, le monde virait fou raide. Puis là, j'ai fait comme, OK, il se passe de quoi? J'ai fait 7 shows plus une supplémentaire. Ça marche. Puis depuis, on a fait 30 shows en tournée un peu partout au Québec, en Ontario. Je veux dire, si tu regardes Corinne, sa dernière tournée, elle a fait à peu près ça, 30 shows. Là. Je suis comme, tu sais, au début, on le faisait, mettons, au Comic-Con de Québec, on le faisait au Shawicon. Tu sais, on était vraiment dans des conventions un peu plus. Puis finalement, non, c'est mainstream. Puis la marionnette, c'est quand même accessible à tout le monde. Dans le sens que c'est l'affaire qui gosse, c'est quand il y a plein d'enfants, parce que je suis comme, c'est vraiment crissement 13 ans et plus comme show, là. Fait que c'est juste, ah non, parce qu'ils voient Star Wars puis marionnette. Fait qu'ils se disent, on va amener des enfants. Puis on l'écrit partout, 13 ans et plus, 13 ans et plus, tu sais. Parce qu'il y a du sexe, puis tu sais, c'est un show, mais non, mais c'est un show pour adultes, là, tu sais, on se le cachera pas. Fait que, on a commencé à le booker dans des bars, on l'avait fait au Brouhaha, Huntsic, des places de même, tu sais, un peu plus alternatives comme place. Puis du Brouhaha. Ah, man, moi aussi tellement. Puis donnez-moi mon Brouhaha. On remplissait la salle, là, à chaque fois. Fait que j'étais super content. Fait que, tu sais, on était comme en train d'essayer de le faire plus souvent, ce show-là. Puis là, la COVID est arrivée. Puis, tu sais, c'est plate parce que avec la COVID, tu sais, j'ai des heures, là, parce qu'il y a le couvre-feu, là. Fait que je peux pas buster le show. Non. Fait que d'habitude, le show prend 1h15, 1h20 pour bien respirer, mettons. Je peux le gonner en 1 heure, mais comme la dernière fois que j'avais fait, on a fait 1h45. Genre, oh my God, c'est un marathon. Ben parce qu'on improvise, là. Parce que moi, mes personnages crowdwork avec le public, là, genre, c'est ridicule. Ça dépend de la crowd. Des fois, j'ai du monde, tu sais, des fans de Star Wars qui viennent voir le show, là. Fait que ça crie. Tu sais, comme il y a des rires, puis il y a des moments où le monde gueule. Parce que c'est comme, oui! C'est parce que la scène est comme épique ou peu importe, là. Tu sais, quand le Faucon Millennium se sauve dans le champ d'astéroïdes, le monde, il cheer, là. Tu sais, là, il y a du monde qui vient déguiser, là. C'est vraiment, c'est intense, là. C'est comme Icon à côté, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a des soirs, c'est ça. Écoute, le show est plus long parce que le monde embarque, tu sais. Mais là, je peux pas, là. Fait que, tu sais, comme demain, là, faut que stay on target. Genre, c'est ça qui va se passer, là. Hey, je peux te poser une dernière question avant de te laisser, puis sans doute ben à l'aise de pas la répondre, mais je me suis souvent posé la question. En fait, on s'est souvent posé la question. 0015. Shit, je le savais. Puis 42, hein. Mais t'es un fan d'Harry Potter. Ouais. L'autrice J.K. Rowling est un petit peu problématique depuis quelques mois. Toi, comment tu réconcilies l'univers fictif puis l'autrice? Parce que je sais que tu triples, genre, il me semble que tu te vois tout le temps avec une pile de livres sur Instagram avec des notes, puis je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire c'est parce que je veux faire la même affaire que la saga des étoiles avec Harry Potter. Je veux faire tout Harry Potter en carton. Mais maintenant, comment tu réconcilies les deux? Est-ce que tu es capable, disons, il y aura un nouveau livre d'Harry Potter qui sort demain ou un film, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ben, c'est parce que, tu sais, cette madame-là est transphobe, là, elle est problématique, tu sais, mais je veux dire, comment je te dirais bien ça? C'est weird, c'est tellement weird à plein de niveaux, dans le sens où, tu sais, t'es pas obligé de répondre en passant, je veux pas te mettre sur un spot. Non, puis tu sais, je vis tellement mal avec ça, parce que, tu sais, mettons, c'est facile de faire, je vais arrêter d'écouter James Brown, ou je vais arrêter d'écouter Michael Jackson, parce que ces gens-là étaient problématiques. Parce que tu te dis, j'entends sa voix, fait que j'entends un agresseur, tu sais. Tandis que J.K. Rowling, je lis la traduction française de son œuvre. Fait que, tu sais, je suis tellement loin, puis en même temps, je dis ça pour bien dormir la nuit, parce qu'au final, j'encourage quand même une personne problématique puis transphobe. Puis le pire, c'est que ce madame-là était full woke des années 90. Ouais. Mais comme, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, je suis convaincu que Mozart, c'est un trou de cul, là. Tu sais, c'est comme, oui, la cancel culture, puis il y a d'autres affaires, des fois, je suis un peu comme, mais tu scrapes tellement quelque chose de merveilleux, Madame Conn. Fait que je sais plus, j'ai pas de réponse, tu comprends? Je pense que l'important, c'est de pas y donner de visibilité son nom, et pas y donner nos sous. Ouais. Je pense que excuse-moi, là, je réponds à ta place. Ben, mais vas-y. Moi, comment j'arrive à concilier ça, c'est que son œuvre lui appartient plus. Elle va beaucoup plus loin que ça. Elle crée des choses, on s'en est fait des personnages, on s'en est fait des personnalités, on s'est créé des maisons, on s'est créé un univers. Puis moi aussi, ça me fait chier parce qu'elle est conne, qu'elle ait tout gâché ça, puis que ça me fait chier de laisser tomber ça. Fait que je vais continuer à la dénoncer. Je donnerai pas des sous,
Mais c'est pas vrai que parce qu'elle est conne, elle va m'enlever ça. Ben, c'est ça. Puis, je veux dire, ultimement, tu sais, pour moi, elle a révolutionné quelque chose au niveau culturel, un peu comme Tolkien l'a fait avec son univers, que ça a donné les, tu sais, Lord of the Rings, Donjons Dragons et tout. Après, tu sais, je veux dire, elle a quand même créé un univers tellement riche puis tellement vaste. Puis, je veux dire, tu sais, ultimement, si je fais le show, ça va lui donner $0 parce que c'est une parodie puis j'ai aucun droit à lui donner par rapport à ça, là, tu sais, c'est une parodie. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que je dessine, tu sais, j'utilise pas de vraies figurines officielles et tout parce que j'aurais pas le droit, il y a comme un trademark sur toutes les figurines. C'est pour ça que j'ai dessine. À ce moment-là, t'as jamais eu d'ennui avec Lucasfilm pour revenir au show, là, ça a jamais été. J'ai pas allé cogner chez vous. Écoute, si le showbiz québécois, c'est pas que j'existe, encore moins Disney, là. Ben voyons, tout le monde sait que t'existes. Voyons donc. Voyons donc. Non, mais j'arrête pas. Mais non, mais j'aime ça dire que je suis un A dans le sens que, tu sais, quand les gens voient mon nom sur une affiche, ils font Ah! Tu sais, mais non, mais ça va dans le sens que non, mais c'est ça. Puis comme c'est une parodie, parce que je dessine les trucs, on l'a vérifié, là, c'est complètement légal, puis c'est ça. Fait que tu sais, ultimement, je me dis de faire le show d'Harry Potter, c'est sûr que je cale comme quoi cette femme-là est problématique. Quatre parts dans le cadre du show. Non, mais attends, Dolores Ombrage va être J.K. Rowling, c'est ça mon plan. Là. Yes. Ça va être elle. Puis elle va juste comme être fucking transphobe et désagréable tout le long. Là. C'est ça qui va se passer, en fait. T'sais. C'est ça mon plan là, dans le truc. Tout comme Cornelius Fudge serait Donald Trump, qui est constamment en train de dire fake news dans l'œuvre. C'est tellement d'actualité à plein d'égards, Harry Potter, tu sais. Fait que ouais, c'est sûr que... Fait que, ultimement, en plus... conscientiserait les gens au fait que cette femme-là est toxique avec sa propre œuvre. Fait que je trouve que c'est comme une bonne contre-attaque. Puis je dis ça sincèrement en même temps. Je trouve ça intéressant parce que c'est pas ta réponse, c'est pas la réponse pour tout le monde. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que des fois, je trouve qu'on cherche des réponses uniques à des problématiques qui sont complexes. Puis la réalité, c'est qu'il n'y a pas une réalité qui s'applique à tout le monde. Fait que toute ta réponse est aussi bonne. Puis je pense que celle de Marilyn est aussi très, très intéressante. Fait que... Mais je me disais, parce qu'on t'a reçu dans le cadre de Cœur et Croupe dans le temps. Oui. Puis tu parlais justement de ton contexte familial, tes enfants, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, je voudrais pas être... On faisait une blague tantôt, mais je voudrais pas être un jeune papa en ce moment. Comment ça a l'air être compliqué. Juste d'élever des enfants dans un monde de fous. Tu sais, je me demandais comment toi tu réagissais par rapport à ce genre de polémique. Mais c'est drôle parce que, tu sais, ben là, maintenant, update pour les gens qui avaient écouté Cœur et Croupe, le Noémie est rendu à 18 ans et 3/4, là. Shit, ouais. Daphné à 14. Fait que, mais tu sais, comme mes filles, des fois, ils vont faire comme, tu vas sûrement pas aimer cette tune-là parce que, genre, t'es tellement féministe, puis genre, c'est comme ça. Hey, notre ami Laurent Boutin, il est là. Salut, Laurent. On parle de féminisme, Laurent. Allô, Laurent. Oh yeah, c'est le moment où j'embarque. Yeah. Salut, Laurent. Ben, écoute, on va te laisser, Jérémy. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Ben, y a pas de problème. Je m'en allais chanter du Cardi B, là. J'étais rendu là. Je m'en allais chanter WAP. Mais je vois pas pour moi. Ouais, peut-être que Laurent va se joindre à toi, là. C'est un grand chanteur, Laurent. Ben non, mais hey, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment content. Ça fait plaisir. Tu reviendras, là. On pourra peut-être parler d'un truc vraiment geek comme sujet d'émission. Ça pourrait être vraiment intéressant. Quand vous voulez. Là, je suis parti sur la nouvelle série Mighty Ducks Game Changer. Mon Dieu que c'est bon! J'ai même pas écouté encore. C'est mon guilty pleasure. Mais mon Dieu que c'est bon. Si tu veux, on va y aller vraiment beaucoup plus précis. On va écouter The Mighty Duck, la série animée où c'est des gros canards irradiés avec des masques de la forme du logo des années 90. Ça, c'est spécifique. J'ai jamais vu ça. Va sur Disney+, fais Mighty Duck, tu vas être surpris. Et si quelqu'un est capable de mettre le doigt sur la série animée de Toxic le Ravageur, je serais preneur. J'écoutais ça quand j'étais petit. Sûrement quelqu'un de l'audience qui va pouvoir t'aider. Merci Jérémy, on te rappelle que ton show demain est sold out, mais juste un coup d'œil, gardez l'œil ouvert pour les prochaines représentations. S'il y en a, il y en aura sûrement. Il va en avoir. Génial. Salut, merci d'être passé. Bye. Bye bye. Salut Laurent. Allô, ça va? Oh, je l'aime tellement, Jérémy. Ah, il est le fun. On rappelle... moi. Je l'aime tellement. Ben, Laurent aussi, on l'aime. C'est qui, ce gars-là? C'est un humoriste. C'est Jérémy. Il a participé à Cœur et Croupe. Cœur et Croupe. Qu'est-ce que j'ai dit depuis tantôt? Je sais. Non, t'as dit Cœur et Croupe. Cœur et Croupe, OK. Là. Ouais. OK, parfait. C'est quoi donc, Cœur et Croupe? C'est un vieux podcast. Je me rappelle plus. C'est vague. Ça fait trop longtemps. C'est très drôle parce que c'est pas un secret. Jérémy Larouche a un déficit d'attention. Il faisait des jokes de câlin tantôt, mais il y a vraiment un déficit d'attention. Et moi aussi. Et l'épisode qu'on a fait pour Cœur et Croupe, moi et Jérémy, on a parlé pendant une demi-heure dans l'entrée. Et après ça, on est allé s'asseoir, on a ouvert nos micros et Ben était là. Parce que Ben produisait Cœur et Croupe. Et on a dû jaser une demi-heure avant que Ben soit capable de nous couper pour dire
gardez ça pour le podcast. Est-ce qu'on peut commencer à enregistrer? Hey, comme je me souviens même pas de ça. Il a fallu qu'il nous coupe, puis il a essayé plein de fois, puis il a vraiment fallu qu'il fasse comme, OK, vos gueules, parce qu'il faut qu'on enregistre, là, parce qu'on aurait, puis, tu sais, on a enregistré longtemps, puis on aurait pu jaser pendant, tu sais, 2 déficits d'attention qui, en plus, on est 2 parents, 2 à peu près le même âge, 2 geeks, là, ça arrêtait plus, là, on était partis. Mais il est tellement le fun, ce gars-là. Je me souviens, on parlait du brouhaha tantôt. Il faisait des représentations, je pense qu'il animait une soirée au brouhaha dans le temps, peut-être le mardi. Je sais qu'il fait de l'impro, non? Ça se peut. Ouais, fait que, je me souviens dans quel contexte, mais à un moment donné, je l'avais vu par hasard au brouhaha. Je suis allé prendre une bière avec un ami. Puis là, tout d'un coup, bang, il pop. Tu sais, je pense que le show venait de finir. Puis, hey, salut, gros hug. Tu sais, je pense qu'on s'était vu peut-être maximum une fois à cause de Cœur et Croupe, mais t'es super familier, vraiment comme sympathique. Du monde comme on les aime. Donc, merci à Jérémy. Son show, c'est ça. Il est sold out demain. Marilyn, tu vas être présente. Mais je te garde un œil ouvert. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on est diffusé sur Facebook habituellement, les lundis, en même temps que YouTube et Twitch. Mais là, Facebook, encore cette semaine, a chié dans la pelle, comme on dit. Donc, c'est juste sur YouTube et sur Twitch en même temps. Mais sinon, de toute façon, le show est diffusé sur Apple Podcasts et les autres plateformes. C'est principalement un show audio. Mais à cause de la COVID, tant qu'à enregistrer à distance, on le projette en ligne. Donc, oui, c'est ça. Salut Laurent. Hey Laurent, je te dis tout de suite, j'ai l'impression qu'il va falloir que tu approches ton micro parce que tu vas être porté à tout le temps de te mettre vers la gauche, puis je sais que tu vas l'oublier. Bon, Laurent, je sais. Hey, en plus, là, je vais en parler tantôt, mais j'ai enregistré de quoi pour le festival de BD de Québec. Puis là, j'étais comme, OK, là, pour que Ben soit fier de moi, il faut vraiment que je parle dans mon micro. Là, j'ai pas catché que vu que c'était moi qui enregistrais cette fois-là, c'était genre ma webcam qui captait tout le son. Fait que mon son il est dégueulasse. J'ai vraiment pensé, j'étais comme full proche de mon micro. Puis mon son est dégueulasse. Ouais, il faut que tu regardes l'entrée sonore parce qu'elle peut changer. Même quand Ben n'est pas là, on a peur qu'il nous chicane. Mais non, je vais pas vous chicaner, c'est de faire le mieux qu'on peut. On veut que tu sois fier de nous autres. Ben oui, mais... Ouais, c'est ça. Je pensais pas qu'il allait me chicaner. Je voulais qu'il soit fier, genre, qu'il check le show, qu'il soit comme une figure paternelle. C'est ça. C'est moi qui ai fait ça. Puis, non, ça va pas arriver. Je t'ai créé. Tu me dois tout, tabarnak. Hey, j'en profite pour vous dire que la semaine passée, j'ai été invité au podcast de notre ami Yannick Belzile qui fait partie de 3 bières, mais il y a aussi un deuxième show qui s'appelle Les Voyeurs de vue avec Alex Rose. Et donc, je suis allé parler du film Mortal Kombat, celui de 2021 qui vient tout juste de sortir. Et le vieux film des années 90, Waterworld, avec Kevin Costner. Kevin Costner, merci. Le papa des États-Unis de cette époque. Le papa des dauphins. Oui. Waterworld est un des rares films que je déteste. Je suis pas capable. Je n'arrive pas à aimer ce film-là. Il me tape ses nerfs. Mais je me suis donné. Puis ça donne une bonne conversation, mais je suis pas très positif durant ce show-là. C'est rare, mais... Mais là, c'est dur d'être positif qu'à Waterworld. Ça coûtait tellement cher, ce film-là. Ben, c'est ça, c'est qu'on se souvient juste de ça par rapport au film, mais... Il y a de l'eau, là. Il y a de l'eau. Ben, moi, je suis... Ouais, on dirait que j'y repense des fois, puis je suis comme... Ça doit pas être... Tu sais, je veux dire, c'est post-apo, ils sont sur l'eau, il y a des branchies, ça doit être nice, tu sais. Mais je l'ai pas revu depuis. Je pense que j'ai vu ça au cinépark, tu sais. C'est dull. Ouais, mais c'est super long, en fait. Hein, Souviens-tu, Laurent, tu m'avais vendu il y a très longtemps de ça une bande dessinée qui s'appelait Winterworld, puis ça se passe, c'est la même histoire, la même histoire que Waterworld, mais c'est un monde de glace. Je me souviens pas. C'est Ivan Claire. Mais c'est la même chose, c'est de Chuck Dixon, c'était l'édition francophone que j'ai acheté. Ouais. C'est bizarre, j'ai jamais su lequel était basé sur lequel. J'ai jamais su si Waterworld était basé sur Winterworld ou Winterworld était basé sur Waterworld. Mais c'est la même trame narrative, la même chose. Jetez un coup d'œil là-dessus. Je pourrais pas te répondre. OK. Je me rappelle plus. Hey, je vais partager une petite nouvelle plus ou moins, pas du tout le fun, mais je vais en profiter là, pendant qu'on jase. Je voulais souligner le décès du pilote du module de commande d'Apollo 11. Tu l'avais, Marilyn? Vas-y donc. Non, c'est correct. Michael Collins, l'astronaute qui était le pilote dans Apollo 11 en 69, donc il n'a pas marché sur la Lune, il a fait le tour de la Lune vraiment longtemps, comme quand ton père t'attend quelque part dans le char pendant que tu fais quelque chose. On s'en fait le tour parce qu'il ne trouve pas de parking. C'est ça. Non, je ne veux pas les la diminuer. Même affaire, c'est la même chose. Même affaire. Il a fait une mission avant ça, donc il est allé 2 fois dans l'espace, ce qui est quand même assez rare parce que le corps humain apparemment peut pas
peut pas tolérer plus que ça. Il a fait partie de Gemini 10 en 66. Il a été directeur de National Air Museum, directeur du Smithsonian Institution, donc le musée qui a plusieurs musées, qui est une grande institution. Ouais. Et il était VP d'une compagnie d'aérospatiale. Il est mort le 28 avril à 90 ans. Ouais. Quand même. Il est encore très actif. Oui, il était actif. Il avait fait sa propre compagnie aussi. Il était peintre, hein? Il était peintre. Il faisait de la peinture. Je pense qu'il écrivait aussi, si je me souviens bien. Il était conseiller, peintre, écrivain, puis il était quand même assez en forme physiquement aussi. J'ai lu des études sur ce que ça fait au corps humain d'aller dans l'espace, et c'est ça, je pense qu'après 2 fois que tu es allé dans l'espace, normalement, dépendamment si tu es sorti, ton entraînement, ton âge et tout ça, là, le contexte, mais normalement, après 2 fois, tu peux pas retourner parce que ton corps va être détruit. Il a été moins dans l'espace longtemps, par contre, que les gens qui restent sur la station internationale en ce moment. Il y a des gens qui restent pendant carrément des mois, mais ça va toujours affecter ta masse musculaire parce que tu n'utilises pas tes muscles. Ben, vous voyez là, comment en ce moment on est sédentaire as fuck à cause de la pandémie, puis ça nous affecte physiologiquement. Je pense que ça effrite les os aussi parce que la pression est différente. Donc, Michael Collins qui est décédé. Il nous reste au moins Buzz Aldrin. Ouais. On se rappellera mon vidéo préférée d'Internet de Buzz Aldrin qui a encore les suns, ça y est, à quelqu'un. Oui, parce qu'il dit qu'il n'a pas été dans l'espace. Encore mon vidéo préférée. J'adore cette vidéo-là. Michael Collins aussi, on l'a qualifié de l'homme le plus seul au monde de l'histoire de l'humanité parce que les 32 heures qu'il restait autour de la Lune pendant que Buzz et Neil étaient sur la surface, où il était en contact avec la base là, sur la Terre, mais il était tout seul. Il était tout seul, les autres étaient au moins 2. Donc, on l'a qualifié de l'homme le plus tout seul au monde. Ben ouais. C'est triste. T'imagines-tu, tu sais, t'es là-dedans pis t'es comme, qu'est-ce que je fais s'ils reviennent pas? Ben, en fait, ça a l'air qu'il était hyper nerveux. Ben, il était quand même fébrile quand ils ont descendu puis il arrêtait pas de leur demander. Tu le vois d'ailleurs dans le film First Man, il arrêtait pas de leur demander, avez-vous besoin de ça? Avez-vous besoin de ça? Avez-vous besoin de ça? Mais quand tu réécoutes les conversations radio de Apollo 11, c'était du monde qui restait extrêmement professionnel. C'était des gens qui étaient extrêmement entraînés là, à la limite de ce que le corps humain et le psyché humain peut endurer. Donc, mais ouais, j'avoue que tu te pètes une crise de claustrophobie tout seul, 32 heures de temps dans une capsule autour de la Lune. Là. Ouais. Ouf. On n'est pas si pire, finalement, dans notre appart. Ouais, c'est ça. Oh, écoute, moi, ce confinement-là est pas si pire si on relativise. Oui, je le dis toujours. Si t'es capable de te payer du bounty, ça va bien. C'est que ta pandémie va pas si mal que ça. Bon, Ben puis Confucius, même affaire. J'ai jamais dit que j'étais un gars brillant. J'ai dit que j'avais des idées. T'as manqué un peu de crafty, Ben. J'imagine juste ton épicerie, genre... Qu'est-ce qu'est mon épicerie? Genre, c'est la moitié des bounty, genre. Je suis correct. Non. J'ai jamais acheté de bounty. Mais bounty, c'est genre l'affaire que je regrette toujours d'oublier d'acheter. Là, parce que ça fait de la statique. Mais après, c'est ça, je me suis rendu compte que si c'est ça ton regret de ta semaine, c'est que ça va quand même très bien. OK. T'es correct. Ouais, ça va ça. Puis il rapproche ton hostie de micro de la bouche. Arrête de chicaner, Laurent. je vais faire comme... Livre Laurent l'homme. Tu sais, l'affaire du chien, là. À chaque fois, je vais y envoyer un choc électrique. Pavlov. Pavlov, exactement. Non. Ben, regarde, j'ai peut-être une nouvelle plus intéressante avant que quelqu'un m'appique. Ouais? Hey, tu m'as dit tes nouvelles tantôt que c'était pas dedans. Je sais, je l'ai rajouté. Moi, personne ne m'a rien dit. Ben, ouais, non, c'est vrai. Je pense que je vais faire un Google Doc. Ça a pris 15 ans, je vais faire un Google Doc, c'est correct? Ça va nous permettre de ne pas nous marcher sur les pieds. En général, on n'est pas si pire. Non, habituellement, ça va. Quelqu'un m'avait déjà demandé pourquoi vous faites ça. Je pense que ça fait, c'est drôle. Parce que je trouve ça vraiment drôle des fois que ça tombe comme ça. Mais ouais, ben, je l'ai partagé sur le Facebook des Mystérieux durant la semaine dernière. Et cette nouvelle vient du Discord des Mystérieux Étonnants. Quelqu'un l'a partagé. C'est l'acteur américain Jeff Goldblum qui a joué dans Independence Day, The Fly, Jurassic Park, qui va se joindre à la distribution d'un podcast américain de Donjons et Dragons. Goldblum va y incarner un elfe sorcier du nom de Balmer, qui est en fait... d'ailleurs, vous pouvez voir l'illustration de Goldblum en elfe sorcier sur l'Internet. Y a-t-il une chemise ouverte sur son chest? Je pense que oui, légèrement ouverte, mais il y a une chemise, il y a une espèce de toge de sorcier. Le podcast en question, ça s'appelle Dark Dice. Ça existe depuis 2018. C'est un podcast de Donjons et Dragons, style lugubre,
un peu plus sombre avec des effets sonores, de l'ambiance sonore immersive, une bande originale avec des orchestres. C'est de la grosse distribution, là. C'est pas de la grosse production, c'est pas de l'improvisation, ça a été scénarisé. Et là, Goldblum va se rejoindre à la distribution le 12 mai prochain pour ce qui sera le début de la 2e saison de Dark Dice. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, s'il va y amener sa petite touche Goldblumesque. Suave. Ouais, c'est très, très, très suave. Ce gars-là, il fait juste accumuler de la suaveness avec les années. Là. C'est épouvantable. Je pense que ça va être mon costume l'Halloween prochain. En Jeff Goldblum. Lequel, Jeff Goldblum? Ouais, lequel? Celui d'actuel. Avec les cheveux gris, puis tu sais. Qui est pas Jurassic Park, Goldblum. Là. Je ne mettrai pas en bédaine, n'inquiétez-vous pas, là, je ferai pas ça. Thank God. Ouais, on Ouais, t'as-tu peur d'avoir chaud, Marie-Lou? Ben oui, c'est quoi cette affaire-là? Non, ben là... Je vais me déguiser en qui je veux. Oui, c'est ton corps. Exactement, Ouais. exactement. All Ben's body are beautiful, Marie-Lou. Ah, je sais pas. Ça dépend où tu regardes, je pense. Ça dépend de l'angle et de la lumière. Ben, moi, je suis le genre de gars qui rentre dans la douche puis je regarde pas dans le miroir. Je fais ça. Ouais. Ben Ça me là, gosse. quand on rentre dans la douche, on a l'air de... Tu sais, la photo du Sasquatch? Bigfoot? Oui! Oh! Oups, Oui, c'est vrai. J'avais pas prévu qu'il y avait du monde. Comme Homer. Comme Homer. Qu'est-ce que t'avais, toi, Laurent? Ben, je pourrais parler de ce que j'ai brièvement mentionné tantôt. En fait, c'est encore le Festival de BD de Québec. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu qu'est-ce qui se passe là. Eux, tu sais, à place de dire on fait un festival comme d'habitude qui va durer une semaine, ça dure genre 3 mois. Leur Ah, c'est débile. c'est super long, ils ont C'est fait hot. l'affaire. J'espère d'ailleurs que vous avez regardé la 2e soirée de lutte de la WWBD, parce que moi, en tout cas, il y a des choses que je ne pourrai plus jamais dévoir. Est-ce qu'il y avait le marsupilami cette fois-ci? Oui, Oh C'est vrai? my God! oui, c'est vrai. Oh my God, OK. Il était, en fait, le dernier Royal Rumble de la fin, c'était des animaux. Donc, il y avait Garfield, le marsupilami, Jolly Jumper, puis j'oublie le 4e, là, mais c'était Milou? comme... non, Parce que moi, j'ai encore lisserait une à Milou. Oh my God! voyons non, il t'a rien fait, ça, beau petit. Je suis en train de parler. C'est parce que j'associe, je pense, Milou au chien que ma mère a, qui est aussi un bichon qu'elle appelle Milou, qui est le chien le plus épais sur la planète. Mais qui... Milou, c'est pas un bichon, c'est un fox terrier. Oui, mais le chien de ma mère, c'est un bichon. Je peux pas changer la réalité. Ouais. Tu peux. Mais non, je peux pas changer la réalité. Mais excuse-moi, je divague. Là. Je me demandais si Milou en mangeait une. Non, pas encore. Pas encore. Mais donc, il y a aussi, donc, au Festival de BD de Québec, un talk show, on va appeler ça de même, qui s'appelle Par la bande. Il y a plusieurs épisodes de sortie déjà. C'est surtout, c'est ça, c'est des épisodes thématiques où il se passe plusieurs choses. Donc, il y a Raymond Poirier, qui est un habitué du festival là-bas, qui reçoit souvent un invité en mode de talk show actuel, c'est-à-dire que les invités sont quand même bien loin les uns des autres. Comme ça, on ne pogne pas de maladie, mais c'est super intéressant. Il y a comme 4 épisodes de sortie pour l'instant, puis il y a plusieurs réguliers des Mystérieux qui ont participé. Donc, les épisodes, il y a La science en BD, Le futur après la catastrophe, dans lequel on peut entendre notre ami Cab, le western, dans lequel on peut entendre, entre autres, notre ami Gauthier, et la musique, dans laquelle on peut entendre notre ami Alexandre Fontaine-Rousseau, duquel on a parlé souvent à l'émission. Et bon, il y a d'autres épisodes sur d'autres thématiques qui s'en viennent, dans lesquels vous pourrez peut-être m'entendre. C'est avec mon son pourri. Fait que, Vous allez pouvoir marquer ça sous la vidéo, ouais. tel qu'entendu au Mystérieux Étonnant, s'il vous plaît, les gens à la maison. Ouais. Ah, c'est vrai que le son de Laurent est un peu pourri. C'est ça. Ben, il m'a dit, j'étais comme, hey, je peux peut-être le refaire, puis il était comme, non, on va s'arranger, ça va bien aller. Non. Je suis comme... Non. Écoute. Lies. Ouais, ça... Peut-être que ça aurait pu être mieux, mais je pense que ça va bien aller. OK. Comme la vie en général. Donc, on peut regarder tout ça sur le YouTube de la chaîne qui s'appelle très efficacement Québec BD. Donc, c'est ça, je pense que les épisodes sont diffusés live, là, genre tous les samedis, mais que vous pouvez tout rattraper là, sur la chaîne YouTube du festival. Génial. Vas-y, non, je vais y aller. OK. OK, ouais. Moi y aller.
Vraiment rapidos, c'est bientôt le 30e anniversaire de la série de Frank Miller, Sin City. Et pour l'occasion, oui, 30 ans déjà. Ouf. Et déjà, pour l'occasion, Dark Horse va publier une nouvelle édition, donc plusieurs volumes à couverture souple, donc avec des nouvelles couvertures alternatives faites par des artistes de maintenant. Donc Joyce Chin, Amanda Connor et Phil Tan. C'est tout ce que j'ai comme détail, mais je trouvais ça intéressant de souligner que si vous voulez vous mettre la main sur Sin City, il y a une nouvelle édition qui s'en vient. Il y a aussi une édition complète qui existe, là, que vous pouvez vous procurer. Là, qui est un espèce de compendium? Un gros compendium, un seul volume. Oui, ça doit être un très gros livre. Oui, c'est le genre d'affaire que tu développes des tendinites là, quand tu lis. Là. Ce que j'appelle le phénomène DC Comics Omnibus, là, où est-ce que, hey, on t'a tout mis les Jeff Johns de Flash de Jeff Johns. T'es comme, ouais, mais comment je fais pour lire ça? Bonne chance, mon gros. Puis là, t'as le char qui s'en va, mais tout est fini. Lire, comment ça, lire? Comment ça? C'est super tough. Mais ouais, donc si vous voulez mettre la main sur Sin City et vous voulez mettre la main sur un nouvel type d'édition, ben, ça sera disponible. J'ai pas vu comme quoi, une information comme quoi il y allait avoir du nouveau matériel ou de genre de choses comme connecté à l'édition, mais voilà. Puis ça sort maintenant. C'est disponible à compter de maintenant. Marilyn? Whoopi Goldberg est en train d'écrire un film de super-héros. OK, parce que la semaine passée, on a appris qu'elle allait être dans Rock'n'None 3. Oui, c'est ça. Mais en ce moment, elle est en train de faire Rock'n'None 3. Ça a fait polémique la semaine passée. Oui, on ne sait pas encore s'il va y avoir d'autres personnages. Rock'n'None 1, là, c'est un des films que j'ai le plus écouté de ma vie. Ça, on est d'accord. Oui, mais le 2, il est bon. Fuck là. le 2, man. Oui, j'ai manqué cette polémique. Oh non! J'ai pas participé à cette grosse polémique de Rock'n'None. Ouais, le Rock'n'None 2 Gate. Hashtag. C'était pas... C'est une grosse affaire. Je pense que quand je l'écoutais, j'aimais ça, mais juste à cause de leur voix, mais que le scénario était pas super. Ouais. Je pense que c'était pas mal ça. Puis ils ont essayé de vraiment... Baby Lauryn Hill! Oui, je le sais, mais c'est pour ça. C'est la même discussion que la semaine passée. Bon, ça, on recommence. Mais j'avais pas haï ça, mais je trouvais que c'était remanché, le 2. Mais je suis excitée pour le 3, quand même, pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon, parce que ça part là, sur Internet, le moment Rock'n'None 2. Mon crew de Sister Act 2. Bon, il y a des teams. Yeah, guys! Oh boy. Team Edward. OK. Donc... Edward, fuck that. Team Jacob. Fuck Team Edward. Les deux, ils étaient très problématiques. Ben, okay. Edward, il est en tabarnouche. Oui, très, très, très problématique. Whoopi Goldberg est en train de faire Sister Act. C'est pas important, mais ça de côté, c'est dans le passé. Elle est en train d'écrire un film de super-héros. On n'a pas encore beaucoup de détails, mais elle dit que ça va mettre en vedette une femme noire d'âge mûr. Je pense qu'on avait une discussion il n'y a pas longtemps, ben, sûrement, mais ou peut-être quelqu'un qui lui ressemble parce qu'elle veut de la représentation pour elle et pour les générations futures. Et c'est vrai que il manque de représentation pour les orientations sexuelles, il manque de représentation de genre, de race, mais d'âge aussi. Oui. Donc, les femmes d'âge mûr et même les hommes d'âge mûr, il n'y en a pas tant que ça dans les super-héros, dans la pop culture, il n'y en a pas tant que ça. C'est certains rôles seulement où ils sont très, très stéréotypés, ou en tout cas, il manque beaucoup de représentation dans des rôles différents, des personnalités différentes. Donc, elle veut que ce soit une femme noire d'âge mûr qui va découvrir ses pouvoirs à son âge, donc tard dans la vie. Je trouve ça quand même assez intéressant parce qu'on voit souvent des backstories où des gens, quand ils descendent justement, ou à l'enfance, ils ont des pouvoirs, ils savent pas quoi faire avec, ou qu'il leur arrive quelque chose à l'âge adulte, genre Bruce Banner, mettons, et que Peter Parker, et là, il faut qu'il gère, mais tu sais... Peux-tu t'imaginer comme découvrir à, mettons, 57 ans que t'étais pas obligé de prendre l'autobus tout ce temps-là? T'es en train de me dire que je pouvais voler tout ce temps-là? Fuck that shit! Mais c'est vrai, c'est un peu... tu sais, faut que tu aies l'occasion de te rendre compte. C'est un peu comme dans... C'est quoi? C'est pas dans Misfits? On va voler la STM, là, juste redonnez-moi l'argent que j'avais pas besoin de vous donner avec votre service de merde. Madame, calmez-vous! C'est un peu comme dans Misfits, quand tout le monde a des pouvoirs, puis il s'en rend pas compte. Là. Spoiler pour l'émission de Misfits que j'ai adoré. Puis il se fait tuer, puis il se rend compte mon pouvoir, c'est que je peux pas mourir. Mais tu sais, faut que tu... C'est circonstanciel. Tant que ça arrive pas, ou tu sais, découvrir que tu voles, t'es en train de tomber de 10 étages, puis là, fuck, je suis capable de voler, tu sais. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant. Moi, j'ai une question. Âge mûr, là. Oui. Middle age, là. Ouais. Mettons, là.
les femmes vivent jusqu'à 90 ans. Middle age, genre 45, si on fait des maths. Oui. Ouais, si on fait des maths, c'est ça, oui. Ouais. Fuck. Théoriquement, Ok. Tu t'en viens. dans la culture, c'est 40 ans. Mais c'est comme vraiment arrondir parce qu'on s'entend que les hommes vivent moins longtemps. Oui. Donc, théoriquement, moi et Laurent... Ben, t'as quel âge, toi, Laurent? T'es rendu à 35? 30... C'est vrai, t'es plus jeune que nous. 36? Ouais, Laurent, il est rendu middle age. Moi, je suis rendu plus vieux. Là. Moi, on me traîne Ça, déjà j'aimerais vers la mourir. tombe. Là. Un pied dedans. Donc, mais je trouvais ça quand même assez intéressant comme idée de base. Mhm. On ne sait rien encore, mais vraiment activement en train de l'écrire. Donc, elle sait où elle s'en va et c'est vraiment un projet qui va se développer. Alors, et normalement, ça devrait... comme Sister Act est sur Disney+, je pense que... Tu sais, elle n'a pas de contrat, elle n'a pas annoncé, mais je pense qu'elle est en train de Peut-être faire en un train de deal négocier peut-être avec avec Disney+. T'imagines-tu, tu sais, le pire de tes pouvoirs, c'est que t'es invincible, t'as une super force, mais juste le temps que t'éternues. Laurent aurait une avance sur... Ah, Laurent, il serait invincible. Laurent serait une force de la nature. cauchemar. Il n'y a pas Je quelqu'un serais une force de la là-dessus. nature, mais en tout cas. Il détruirait son appartement à chaque fois. Ouais. Hey, j'ai jamais atchoumé pendant le show, hein. Non, pense. mais ça fait longtemps que, que j'ai vu n'importe qui atchoumer sans se Ouais, faire c'est lancer ça. un Parce regard. qu'on se voit plus. Ben. C'est ça. Puis c'est comme interdit maintenant. Non, mais et pour vrai, moi, j'étais nerveux au premier temps de la pandémie. J'étais comme... Parce que j'ai un problème, là, ceux qui me connaissent pas, c'est parce que j'atchoume très fort, à répétition, tous les jours. C'est comme, je sais pas, puis c'est comme génétique, tu sais. Mettons, ma sœur est comme ça, mon père est comme ça, mon grand-père était comme ça. Puis c'est juste, on atchoume fort. Et à répétition, puis là, il n'y a pas besoin d'avoir de raison, tu sais. Les gens, souvent, sont comme « Wow, t'es-tu malade? » Je suis comme... Je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement normal pour tout le monde, mais c'est genre non, je sais pas. De quoi moi chatouiller un poil de nez, j'atchoume, tu sais, 18 fois, très fort. Me semble c'est quoi le record déjà? C'est 18. C'était ça, 18? Je sais pas, moi j'y compte jamais. C'est les gens qui autour de comptent, moi ouais. qui comptent. Je pense que c'est 18 le record. Peut-être le record qu'il y a eu des témoins, tu sais, c'est comme les records Guinness. Là. Je suis peut-être battu ce record-là, tout ça chez nous, je sais pas. Donc, tu perds ça à la mémoire le temps que t'éternues parce que toutes tes capacités cognitives s'en vont vers la fonction d'éternuer. Je suis occupé à survivre là, pendant que ça arrive. Moi, là, j'ai pas le temps. Je suis comme pas, je vais les compter pour le fun. Là. Je suis comme, oh shit, fais-toi pas une côte. Oh. Fait que là, en pandémie, t'es stigmatisé. Là, je vais aller me cacher pour atchoumer. C'est ça. Les premiers temps, je checkais vraiment c'était quoi les symptômes de COVID. Tu sais, puis c'était comme, non, atchoumer, c'est vraiment pas un symptôme de COVID. T'sais, tousser, oui. Atchoumer, ça n'a pas rapport. J'étais comme, OK, je suis safe. La légende veut en ligne que t'as 18, t'as le maximum, est confirmé par un ami qui nous écoute live en ce moment. Laurent. Ouais, mais c'est ça que je dis. C'est celui qui avait des témoins, tu sais. Ouais, bon. On est à toi. Ouais, vous êtes tous à moi. Non. Wow, putain, pardon. Wow, that's escalated. It's quickly, oui, c'est ça. Ouais, c'était important. Je voulais vous parler de le Théâtre du Futur. Je vous parle souvent du Théâtre du Futur à chaque fois qu'il y a une nouvelle pièce, parce que je suis vraiment fan de ce qu'ils font. C'est eux qui avaient fait l'assassinat du président, Clotaire Rapaille, l'opéra rock. Ils avaient fait une espèce de weird opéra avec des surfers. C'est tout le temps comme à chaque nouveau show, c'est comme de quoi de nouveau et de vraiment divertissant et qui ressemble à rien, mais là, ils ont un nouveau truc qui s'en vient, mais je comprends tellement pas de quoi ça... Quelle forme ça va prendre. De un, ça va être en ligne, évidemment, parce que les théâtres en ce moment, bon... Ouais, ils rushent un peu. Il y a une situation. Ça va s'appeler La colère des doux. Le pitch nous vend une expérience immersive à mi-chemin entre un show de musique funk, un site web interactif, de la relaxation ASMR, du cinéma d'animation expérimental et du théâtre. C'est-tu David Lynch qui a fait ça, là? Qu'est-ce qui se passe? Je lisais ça, puis j'étais comme, Wow. OK, mais... Hein? Wow. Fait que c'est disponible en ligne du 7 au 30 mai. Je pense qu'on achète un billet de représentation
qui vient avec un code qui est actif pour 24 heures. Puis là, je pense que tu te promènes en ligne. Je sais pas si c'est un genre d'expérience dont vous êtes le héros ou quoi que ce soit. Je vais investiguer pour vous. Là, je vous reviendrai avec ça. Mais pour vrai, tu sais, je suis tout le temps confiant. C'est tout le temps vraiment déstabilisant, mais je suis tout le temps vraiment diverti par ce qu'ils font, ces gars-là, mais là, j'avoue que je suis vraiment perplexe par la façon dont c'est vendu. Donc, si ça vous intéresse, je sais que j'ai d'ailleurs nos amis qui trippent sur Sister Act 2. Represent. Sont aussi cette armée de fans de Sister Act 2. Le Sister Act 2 Crew. Ouais, on se réunit, on a des cagoules de nonnes, puis on est comme le 2, c'est le meilleur. Ça me fout la chienne, moi, ces genres de toges de nonnes-là. La capuche. Je suis un compte TikTok. 2 comptes TikTok de nonnes sont vraiment drôles. Alors, ils font ils font du tandem avec la tune They See Me Rollin', They Hatin', où ils essaient des nouvelles technologies, puis sont crampés, puis sont comme mon Dieu, c'est-tu le démon? Mais ils font des jokes. Là, on va avoir besoin d'un jeune prêtre et d'un vieux prêtre. Mais des jokes de nonnes. C'est pas. Ils sont adorables. D'ailleurs, en ce moment, c'est les rendez-vous Québec Cinéma qui ont lieu à majorité en ligne aussi, puis je me suis payé un abonnement parce que je suis en retard dans mon cinéma québécois. J'ai regardé hier un documentaire qui s'appelle Ainsi soit-elle sur un groupe de religieuses, mais militantes, donc qui existent depuis plusieurs années, mais qui sont de tous les combats sociaux, les journées des femmes et ce genre d'affaires-là. Marilyn, t'aimerais ça, je pense? Oui, je suis en train de le noter. Oui, c'est ça, je te vois prendre un crayon. Mais je trouve que c'est un bon exemple, justement, parce que, tu sais, on s'entend que je suis respectueuse, ouverte à toutes les croyances, toutes les religions, mais que le christianisme n'a pas... a perdu beaucoup de lettres de noblesse, peut être très problématique, malheureusement. Et c'est souvent les gens les plus problématiques qu'on entend le plus. Donc, je trouve ça important de mettre de l'avant des gens, justement, qui sont humains, qui sont du bon côté, qui essaient de ramener ça un peu, peu importe la croyance. Ils ont commencé à perdre des plumes après Sister Act 2, moi, j'ai l'impression. Mais non, mais c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé du documentaire. J'ai quelques bémols sur la structure du film, mettons. Mais c'est que, tu sais, ces femmes-là sont... ça fait du bien de voir des gens dans le milieu, mais être très critiques de l'Église catholique, mettons. Puisque c'est ça, tu sais, ils parlent un peu des orphelins du Plessis, des agressions sexuelles, puis tu sais, eux sont comme... Ça fait du bien de voir des gens qui sont associés à ce milieu-là, mais se dire qu'on a vraiment un problème dans l'Église plutôt que comme c'est plutôt une culture du silence puis d'habitude là, de ce qu'on voit là-dedans. Fait que c'est quand même rafraîchissant de voir ces vieilles madames-là être outrées par ce qui se passe là-dedans. Là. Cool! Toute grosse structure a habituellement un problème d'omerta. C'est pas juste la religion. Oui, on le voit ces temps-ci avec le domaine de la santé. Pour recherche. Avais-tu fini, mon cher Laurent? Oui, la colère des doux. Écoutez, vous checkerez ça si vous êtes déjà vendu. Sinon, je vais essayer de vous en reparler vite, que vous ayez le temps, que je puisse mieux vous le vendre que là, parce que là, pour vrai, je comprends rien. Je sais pas, mais c'est ce qui m'intéresse. Ouais, ben c'est ça. Je suis comme... c'est assurément intriguant. Ouais. On verra après. En première partie de l'émission, on a reçu Jérémy Larouche pour les gens qui nous écoutent live. Et là, il m'a écrit juste pour dire qu'il avait oublié de plugger un truc. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Le 19 mai, à moins que la date change, il le spécifie, avec PB Rivard qu'on va recevoir dans 2 semaines. Ouh. Ils vont faire des parties de Donjons et Dragons live sur Twitch. Et pour le premier show, ils reçoivent Corinne Côté et Charles Beauchesne. Donc, il voulait qu'on le mentionne. C'est fait, Jérémy. Donc, suivez Jérémy Larouche sur les médias sociaux. Vous allez certainement voir l'annonce officielle qui va passer dans les prochaines semaines. Le 19, c'est bientôt. Puis de toute façon, le 17, on est supposé recevoir PB Rivard du Carré de Sable. Donc, on va pouvoir nous en parler sûrement dans le cadre de l'émission. Moi, j'avais... vous n'êtes pas allé au Carré de Sable récemment? Ben oui. Ben c'est ça. C'est pour ça qu'on le reçoit. C'est un échange? Exactement, c'est un crossover. Il y a une intrigue qui va se compléter dans notre émission qui a débuté dans l'autre.
Ouais, Qui a tué je sais pas Au moi, courant. le butler? Là. Je sais jamais rien. Je suis dans l'intrigue, puis je ne sais pas. Marilyn, Ça ça doit serait le être moi. Marilyn, c'est le Classique, personnage le d'un personnage, film de meurtre et ouais. mystère qui sait pas qu'il y a eu un meurtre, tu sais. Fait qu'on s'est mangé La ou personne fait. oblivious là, qui Hein? rentre. Salut la gang, Salut la checké! gang. J'ai reviens Voyons. du magasin, j'ai acheté M'enfarge ça. dans le cadavre. Ben voyons, qui est mort, Steve? Vous avez donc la face de carême? That can be me. Ça pourrait être toi. Voyons, qu'est-ce que j'ai? Une couple de nouvelles. Je vous laisse. Ah, ben oui. J'ai une nouvelle pour Laurent puis les gens à la maison qui sont amateurs de franco-belge. Je bougeais pas de là. Je suis en train de me pogner dans les fils. Il y a pas mal de fils de mon côté. Ouais, moi aussi, j'assorde qu'on revienne en studio. Moi aussi. Il faut qu'on trouve un studio d'ailleurs. Je vais vous parler de Spirou chez les Soviets. Ah ouais. Ouais, que j'ai Ah, il reçu. fait ça. Ben oui. On parle. Ben oui. Pourquoi tu veux pas que j'en parle? Non, par ça. J'ai des choses à dire, moi aussi. Ah, OK. Oui, OK. C'est un hors-série. Donc, ça fait pas partie de la continuité des Spirou et Fantasio. Malgré que ça pourrait se passer n'importe quand, à peu près dans la série des années 60, là, à peu près. Là. C'est inspiré beaucoup du style aussi de Franquin. Il y a certains codes de l'époque. Au scénario, c'est Fred Nedhard, si je le dis bien. Et au dessin, c'est Fabrice Tarin qui avait déjà fait aussi un autre hors-série de Spirou qui s'appelle Le tombeau de Champignac. Donc, c'est super simple. Le comte de Champignac se fait enlever par des agents soviétiques. Il se fait rapatrier il se fait kidnapper, il se fait ramener en Russie où on l'invite à distiller le spore d'un champignon qui réveille le gène communiste chez les gens. Donc, Spirou et Fantasio partent à la recherche de leur ami avec Spip, le petit écureuil, et essaient de le ramener en territoire européen. Et là, imaginez tous les stéréotypes que vous pourriez avoir de la Russie dans votre tête. Là, j'entends quoi? J'entends, oui, les patates, la vodka, les dames qui ont de l'air d'hommes. Tout ça est très présent. Malgré ces petites maladresses, puis je comprends, il y a une idée de charme là-dedans. Il y a quand même un certain charme. Ça m'a fait replonger dans l'univers des bandes dessinées de Spirou des Fantasios de ma jeunesse. Prenez pas ça au premier degré, parce que sinon, je pense que vous allez être pas déçus, mais les choses ont évolué depuis les années 60, là, on s'entend. C'est fun, c'est léger. Moi, j'adore le dessin de Fabrice Tarin. C'est lui qui est derrière le maquis. Entre autres choses, je pense que c'est également chez Dupuis. Puis c'est une belle histoire de Spirou. C'est surtout le dessin, moi, qui m'intrigue, puis la direction artistique. Tarin est aussi à la couleur. Ça fait un bel album complet, début, fin, that's it. Consommation rapide. Puis ça va, mais au niveau de l'histoire, on s'entend que c'est très manichéen. On joue beaucoup sur les clichés. Il y a une blague à un moment donné que je pense qui est une blague, mais je suis pas certain, où on représente des gens d'origine africaine. Eh boy. Là, j'ai fait OK. Mais genre, t'étais au Congo? Genre, ouais, d'allure très, très, très stéréotypée. Et il y a un colonialiste, un gars qui est là qui fait de l'exploration, I guess, un explorateur, puis il dit... il dit... je peux pas mettre en contexte, il faudrait que je reparte dans le début, là, ça me tente vraiment pas, mais c'est bizarre. Je veux laisser parce que je veux pas que le monde juge l'album selon ces trucs-là un peu plus maladroits, là. C'est quand même très efficace, puis j'ai aimé ça, mais ça en arrache par bout, là, au niveau de... Si je peux me permettre... De l'ironie. Mais j'ai pas aimé ça. T'as pas aimé ça? Pourquoi t'as pas aimé ça? Je comprends, tu sais, triper sur les Spirou de Franquin, puis de vouloir faire de quoi comme à l'époque, là. Ouais. Mais pour vrai, en 2021, de la peur du communisme, là, je suis comme... Ça n'a pas rapport. On n'a pas besoin de ça en ce moment. C'est pas juste, tu sais... C'est pas juste comme rétro, c'est rétrograde, je trouve. Ah, tu trouves? Ouais, je suis comme, pour vrai, j'ai pas de fun. J'ai trouvé ça rétro jusqu'à la petite morale, la fin, où là, je trouvais que ça faisait rétrograde, puis petite solution rapide, parce qu'ils font... C'est comme une critique de cégepien un peu des systèmes, là. Parce que vers la fin, on critique aussi le système capitaliste, parce qu'on est allé dans... On est allé full à gauche, puis on est allé full dans l'autre côté. Je parle pas de spectre politique, là, je te parle, on est full à la gauche, on est full à la droite. Un peu simple. Mais ouais. Mais je trouvais ça quand même charmant. C'est peut-être moi là, qui. Mais je sais pas. J'ai trouvé mon compte. Je suis d'accord. Tu sais, mettons Tarin, puis c'était la même chose avec, je trouve, son tombeau des Champignac. Tu sais. Ouais. C'est un bel hommage, mais c'est comme d'aller voir, tu sais, dans le temps, là,
tu vas voir l'hommage à AC/DC au medley, là. Tu y vas parce que le billet est raciste, là. J'ai tellement envie de bien hommage au medley gratuitement. C'est clair. The Doors. Moi aussi, le billet était gratis, comme quand est-ce que je vais voir AC/DC ou Bob Marley, je sais pas, jamais, tu sais. Bon, on va aller voir l'hommage. Ça va être le fun. C'est-tu un show mémorable? Non, c'est pas la vraie affaire, tu sais, comme cette affaire-là. Genre, tu sais, en tout cas, moi, personnellement, je préfère, tu sais, il y a toute une série de ces Spirou-là, des one-shots faits par des auteurs, puis j'aime vraiment mieux ceux qui mettent leur touche personnelle, mettons, Ouais. là, qui font de quoi d'autre, avec, tu sais, le dessin, le dessin, l'histoire et tout, qui s'approprie un peu cet univers-là. Tu sais, c'est rendu comme Archie, tu sais, on a tous grandi avec ça, fait que tu peux jouer sur les codes puis en Parce faire que les gens les propre connaissent. affaire, tu sais, parce qu'on on sait c'est quoi, tu sais. Mais Puis, j'avoue que moi, ça fonctionnait mais sur là- moi. Le côté nostalgique, j'apprécie quand même l'exercice de faire quelque chose dans le style de l'époque. Puis je trouve qu'il est un peu plus dynamique que Franquin. C'est pas une imitation qui est directe, là. On reconnaît l'influence, mais c'est pas une transposition directement du style. Puis juste pour ça, avec même au niveau de revoir le manoir de Champignac, même la Russie, avec ses grosses fusées, l'idée qu'on se faisait stéréotyper de la Russie au niveau de l'architecture dans les années 60. J'ai eu du fun à ce niveau-là. C'est l'histoire que je trouve qui est faible. Ouais. Ben non, mais je veux dire, je l'haïs pas activement, là, mais tu sais, je l'ai lu, puis j'étais comme, hey boy, c'est pas mon bag, puis tu sais, c'est ça fait quoi, je l'ai lu quand il est sorti, ça fait quelques mois, puis j'ai déjà à peu près oublié, à part que je me suis dit, genre, hey, pour vrai, les communistes en 2021, là, quel genre de fin fond du Texas vous venez, les gars, commande, là. Mais bon. Mais je pense que ça se veut une blague. Je pense que ça se veut une blague. Ouais, mais tu sais, Ouais. ça joue trop sur les stéréotypes qu'on connaît exactement de l'époque pour que la blague soit bonne, tu sais. Même si ça se veut une blague, je suis comme... C'est pas nouveau, tu sais. Mhm. Même là, tu sais, votre blague est rétrograde, tu sais. Mais en tout cas, c'est mon 2 cents. Non, mais c'est correct. Vous le checkerez, hein, mais... Ouais, vous le feuilletterez en librairie. Puis, en tout cas, vous avez deux 17,95 perspectives. chez Planète BD. Combien? 17, 19? Ouais. OK. Je sais plus trop. Quelque chose genre. OK. Et pas trop cher, là, mais pour vrai, dans la série, je trouve qu'il y en a des meilleurs que ça. Y a-tu un nouveau Spirou là, qui s'en vient, un vrai là, dans la continuité? Il me semble que ça fait longtemps. Écoute, c'est weird parce que les deux auteurs qui faisaient la série régulière dernièrement, c'est Johan au dessin puis Fabien Vellman au scénario. Oui. On dirait qu'ils sont en train de se perdre dans des affaires comme Suicide, genre Super Groom, là, où Spirou est un genre de Batman. Ce sont des spin-offs, encore une fois. Genre, Là, que ouais, c'est ça. Fait que... Puis il y a comme aussi une série sur le comte de Champignac, mais dans le temps, qui était un espion pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, puis genre c'est Alan eux qui Turing, dessinent puis tout. puis qui le font. C'est pas eux, mais tu sais, il y a ça qui s'en vient aussi, mais un Spirou normal... Mettons, parce que qu'est-ce qu'un Spirou normal rendu là? Non, mais je veux dire, il y a eu tellement d'itérations, tu sais. C'est plus grave, mais dans, genre, mettons, un tome 56, il n'y a rien annoncé. OK. En tout cas, vous êtes avertis, feuilletez avant d'acheter, puis la BD s'appelle Spirou chez les Soviets. Qu'est-ce que t'avais, Marie? Ça me fait penser à quelque chose. Quoi, ça? Ouais, Est-ce que c'était... Oui, ils font référence dans l'album. Mais là, oui, je sais bien. Carrément. Avec le petit Milou, là, sur la page couverture, le petit maudit. Ah, pas Milou. Ça y est, j'ai eu Hey, je vous dis, ce aucune chien-là, là, raison. le chien de maman, il est tellement con, ça n'a pas rapport. Je l'aime pareil. Non. On l'aime. On va l'adopter, nous autres. Ouais. Bonne chance, toi, tu te bordes de crever, ce maudit chien-là, ça fait longtemps qu'elle l'a. T'as pas le bon public pour ça. Là, je niaise, là. J'ai aucune haine des chiens. T'as mieux. Pour Sinon, vrai, tantôt- we quit. Moi, ça me ferait des fois. Puis, tu sais, on le voit avec le live, là, à quel point les gens, des fois, interprètent un truc, puis ils vont l'agrandir, puis en faire de quoi qui perd son sens. Là. Je dis des niaiseries, là. Ça fait 15 ans que je dis des niaiseries.
Tantôt, avant le show, j'étais comme d'habitude, une demi-heure avant de m'en venir, j'étais comme « Voyons, j'ai pas de nouvelles, vite, faut que je trouve des affaires. » Puis là, je défile mon Facebook, puis je suis comme « Pourquoi je suis pas abonné à des affaires pertinentes plutôt que 100 000 pages de chiens? J'ai juste des chiens dans mon feed. » C'est donc bien bon. On va faire un podcast juste de nouvelles de chiens. Ben, pour vrai, à chaque semaine, je suis comme « Je vais parler de mes chiens préférés de l'Internet. » Là, je suis sûr que ça comme, pogne. j'imagine la face à Ben si j'arrive avec ça. Je suis comme, je vais trouver d'autres choses. Mais tu pourrais faire une chronique spéciale tes chiens favoris d'Instagram à un moment donné. Ça se fait. Ah, ouais. Yes. Vas-y, fais-toi plaisir. La semaine prochaine. OK. Fais pas de promesses que tu peux pas tenir, par contre. Oh, check-moi bien aller. OK. Il prend déjà des notes. Qu'est-ce que t'avais, Marie? Moi, j'ai une bonne nouvelle. Il y a une femme de couleur qui a gagné un Oscar pour Best Director. Je sais pas si vous avez écouté les Oscars. Non, comme 3/4 de la planète, finalement, ça a l'air. Parce que... Tu les as-tu écoutés, Laurent, les Oscars? Je les ai écoutés. Écoute, on a essayé des 12 000 liens qui ne marchaient pas avant de se rendre compte au bout de 45 minutes qu'on pognait CTV. Oh, la télé. Juste mettre ça. C'était juste sur la télévision. La télé. Ouais, c'est ça. C'est une critique. Oui, hein, j'ai regardé la plupart des Oscars. C'était un peu plate. C'était une critique de la part qui dirigeait vers les Oscars depuis plusieurs années. C'est que les gens voudraient l'écouter à tout de moins en ligne si c'est possible, puis ils peuvent pas. Parce que même si tu voulais l'écouter sur le site de CTV, il fallait que tu prouves que tu as un abonnement au câble. Ah non, pas Ouais. ça. Ouais. Puis pourtant, CTV a plein de contenu en ligne exclusivement. Oui, je sais, j'écoute Jersey Shore sur le site de CTV. Ah. T'écoutes J'écoute pas Jersey de Shore, Mandalorian, mais j'écoute Jersey Shore. Tabarnak. Hey, ça me fait du bien, OK? Ah oui, t'as le droit d'écouter ce que tu veux. Ils vont pas bien. Je t'ai montré ma liste Netflix, tu vas te dire, ce gars-là, c'est un craqué mental. Vinny, tout va bien, tout le monde? Paul Lily est en forme? OK. Bon. C'est pas ça ma nouvelle. Attends, y a-tu encore des Jersey Shore où t'écoutes des Oui. affaires de là, des années? Non, il y en a encore. Ça s'appelle, puis le dernier, c'était pendant ouais. le COVID. Ils sont dans un hôtel. Ça s'appelle Family Vacation. Snooki est pas là. Elle a quitté. C'était pas ma nouvelle. Mais si vous voulez qu'on s'en parle, moi, j'ai Attends, juste mais deux Snooki personnes était avec qui pas je peux là, v'là genre 10 ans, là? Oui, mais... Jersey Shore, Ça c'est fait tout le 10 temps ans le que ça même existe. monde? Oui, c'était tout le temps le même monde. Il y en a deux qui ont changé. Il y a eu des... Mais là, ça ne le tentait plus parce qu'ils sont presque tous parents. Ils ont tous des enfants. Ils ont été mariés. Fait que c'est un peu drôle, je dirais. Là. C'est moins trash. C'est plus le fun. Ils vont bien. Ça marche pas. Arrête donc, ils vont bien. Ce que les gens veulent quand ils écoutent ces émissions-là, c'est regarder des gens se planter solide. Ben oui. C'est C'est qu'ils comme veulent. regarder drôle de vidéos et personne qui se pète la gueule. C'est pas drôle. Non, moi j'écoutais ça pour l'infographie. Juste un gars qui marche dans la rue, là. Pour la C'était ça narration. notre vidéo. Non, je vais voir un bébé qui tombe. Voyons. Ouais. Maudit bébé, sa grosse tête. Ah oui. Tu sais, la vidéo du bébé qui reçoit un ballon en forme de globe terrestre d'en face qui est vraiment fort. Puis qui revole. C'est aussi Oui. dans mon top Mhm. 10 Je de vois mes... exactement. Je vois exactement ce que. dans mon top 10 de J'en mes- ai vu un que ma sœur, on la salue, m'a envoyé cette semaine, qui est juste un gars sur une patinoire avec plein de kids, genre vraiment de 4 ans, qui apprennent à patiner. Oh, oh. Puis juste lui, il se promène en leur kickant un ballon dessus. Ben voyons donc. Ah, je veux dire, oh non! J'ai braillé de rire. Je te l'enverrai. J'en ai vu un cette semaine, c'est un enfant à qui on donne des genres de gros gants de boxe. Ça a l'air des gants de boxe. Puis il est comme, ah, il est super content, il sent fort, il part à courir. Puis j'imagine qu'il n'a pas vu la porte patio qui était fermée. Ah, ça, là, ça, c'est bon. Ah, c'est excellent. Ça, moi, j'ai regardé des compilations d'enfants qui se pètent la gueule avec mon fils, puis j'étais comme, OK, il y a des niveaux de wrong ici. Bon, on C'est était très où, là? Une femme de couleur a gagné un Oscar. Hey boy! Je pensais Oui, vers oui, Jersey Chloé Shore. Zhao. Oui, excuse-moi, oui. Oui, merci Laurent. Chloé Zhao, donc, a gagné pour Best Director pour Nomadland. C'est la deuxième femme à avoir gagné un Oscar pour Best Director. La première, c'était Catherine Bigelow pour Oui. Hurt Locker. Hurt Locker. Et c'est à peu près la 6e personne de couleur à avoir gagné Best Director. Puis là-dedans, on compte Del Toro et tout ça. Donc, quand même des grands noms. C'est l'autrice, Et- c'est la réalisatrice de Eternals, hein? Oui, exactement. Oui. C'est elle qui a réalisé et écrit Nomadland et c'est elle qui a réalisé Eternals qui est terminé en ce moment, qui est in the box, comme Oui. on dit, et qu'on attend, qui est dans le pipeline de Marvel.
Il y a eu un petit teaser aujourd'hui, un petit aperçu sur les médias sociaux, mais très très court du film où on voit Kumail Nanjiani, qui est un humoriste qui est devenu acteur que j'aime beaucoup, puis Angelina Jolie, qui a une espèce d'épée d'énergie, parce qu'aujourd'hui Marvel a comme dévoilé quelques trucs là, qui s'en viennent dans le... J'ai eu des émotions, ce genre de... ce montage, j'ai écouté quelques fois, j'ai eu des... Tu sais, il y a tu sais, To Your Left avec le monde qui crie dans le cinéma, puis tout ça, là. Mais ça commence quand même avec des mots de Stan Lee. Stan qui est décédé depuis maintenant, presque 2 ans, Stan Lee? Il est mort avant la COVID, puis ces mots font écho à ce qui se passe en ce moment. Fait que moi, j'ai un petit frisson, moi aussi. J'ai encore des frissons. Comme on disait avec Jérémy tantôt, que la musique fait tout pour l'émotion, avec la tune des Avengers, tout ça, non, c'était très émotif. Et j'avais pas encore, peut-être que je l'avais vu passer, mais j'avais pas vraiment regardé des images des Eternals. Je sais pas si ça venait juste Il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est ça, il y avait eu un trucs, teaser. c'est ça. Ça a l'air très intéressant. J'ai regardé, par exemple, tantôt... Chloé Zhao, donc, qui a gagné l'Oscar, ses remerciements. Je trouve ça très positif parce que c'est basé sur un livre et c'est forme très documentaire. En fait, c'est sur des gens qui partent aux États-Unis en van life, là, qui décident de vivre sur la côte ouest, de partir en camion pour aller rencontrer des gens. Et elle voulait un film sur le fait qu'il y a encore du bon dans l'humanité, qu'il y a encore de l'humanité dans l'humain, que c'est un peu d'aller chercher, partager tout ce qu'il y a de bon dans l'humain et qu'on est encore capable d'être des êtres qui aiment donner, qui aiment recevoir, qui aiment partager. Donc, son discours, c'était beaucoup relié à ça. Je trouve que ça faisait du bien en ce moment. Oui. Et dans l'univers des médias, et justement pendant les Oscars et tout ça, de montrer, parce que justement avec la pandémie, il y a beaucoup de lait et beaucoup de beau qui est sorti. Je trouvais ça bien que son discours soit vraiment axé sur « je voulais faire une œuvre qui montre que les humains ils ont encore beaucoup de bonté ». Et que ce soit une femme de couleur qui a gagné ce prix-là. Je trouvais ça quand même assez incroyable. Donc, Chloé Zhao, Nomadland, qu'elle a écrit et réalisé. Et j'ai aussi hâte à Eternals. Mm-hmm. Les images étaient belles. Oui, c'était très cool. J'ai bien hâte. Ben, si tout se passe bien, ça va se passer en 2021-2022. C'était des images. On fait référence à un teaser, un aperçu que Marvel a publié ce matin. Et ça fait référence à plein de films là, qui s'en viennent, dont Black Widow, qui reste d'être une sortie combinée, là, donc sur Disney+, avec un truc premium, donc j'imagine une $30 pour écouter le film, plus une sortie en salle. Puis les prochains films qui s'en viennent là, du côté de Marvel, on a Eternals, on a The Marvels, on a Fantastic Four, on a vu encore un petit teaser, du logo, il y a plein de trucs qui s'en viennent. Les grands absents, c'est Blade et les X-Men, qui n'ont pas été... Il n'y a rien qui a été vraiment dévoilé. Le nouveau Thor aussi. Thor, on en connaît un peu plus. On a le logo. Oui, tu as raison, dans le teaser, il est là. Donc, c'est juste qu'il y a comme une espèce de rappel de ce qui était la normalité avant la pandémie qui fait du bien aussi. Quand tu regardes la vidéo, ça te rappelle ah oui, quand tu allais au cinéma puis l'excitation d'aller voir un film en salle. Un blockbuster. Moi, ça m'a ramené là, dans cette espèce de mindset. Puis on fait un timeline jusqu'en 2023. Donc, pas le droit de mourir jusqu'à 2023, tout le monde. Ben, je te promets rien. Hein. Hey! Je te watch. Vas-y donc, Laurent. Je vais parler de nos amis de RKSS. Oui. Roadkill Superstar. En fait, c'est pas tant eux que leurs amis de Le Matos qui font la musique pour leurs films. Il y a le label Dead Faults qui est associé à Mondo, en fait, qui est spécialisé dans les trames sonores un peu obscures, qui avait déjà sorti les trames sonores de Summer of 84 et de Turbo Kid, qui a annoncé un EP en vinyle qui va être super beau, mais limité à 700 copies, qui va être la trame sonore des 3 Ninja Eliminator. Leurs 3 courts-métrages Ninja. Leurs 3 courts-métrages de fausses bandes-annonces de films de ninja. Donc, j'étais comme, c'est quand même niche rendu là. Ça n'a pas eu la distribution, mettons, de leurs 2 autres longs-métrages. Donc, il y a ça. Écoute, je suis sur le site. Là, le vinyle est à moitié violet électrique et jaune fluo, avec une pochette dessinée par... j'ai perdu son nom. Donald Caron. Je sais pas si... Oui, Donald Caron, c'est celui qui fait les illustrations, entre autres, pour les affiches de Spasme et de Fantasia. Ah,
Ah oui, ben voilà. Donc, c'est un petit produit super le fun. Puis, en tout cas, moi, j'aime beaucoup la musique du matos. Puis, ils ont tout le temps fait une super belle job avec Roadkill Superstar. Sinon, si je peux faire une petite recommandation de lecture. Vas-y donc, parce que je pense que t'as pas aimé Spiro chez les Soviets. Pas tant. Mais un autre livre qui est paru récemment, ça s'appelle Blanc autour. C'est scénarisé par Wilfrid Lupano et dessiné par Stéphane Fert, F-E-R-T. J'ai peut-être déjà parlé de lui. Là. Il avait fait 2 albums de fantasy. Un qui s'appelait Morgane, sur la fée Morgane du même nom, et une qui s'appelait Peau de 1000 bêtes, qui était une genre de relecture un peu plus moderne de Peau d'âme. On est dans un contexte un brin plus moderne, c'est-à-dire qu'on est en 1830 dans le Connecticut et on suit une femme qui est institutrice et qui décide de switcher son école pour essayer de créer la première école pour femmes noires, jeunes filles noires des États-Unis. Donc, il y a comme une couple de jeunes filles noirs, donc qui s'en viennent dans son petit village du Connecticut dans le but de s'instruire. Et c'est beaucoup sur la réception pas du tout enthousiaste du voisinage. C'est basé sur des faits réels et je dois dire que ça m'a mis beaucoup en crise. Voilà, fait que je veux dire, c'est ce que vous pensez, là, c'est genre du racisme ordinaire, genre bon, on veut pas de vous ici, vous devriez aller dans un autre village, on va juste tout pitcher votre épicerie dans la rivière, comme ça vous n'aurez rien à manger, puis genre plein d'affaires comme ça, puis ça s'empile au point que j'étais comme super cringe dans mon divan en train de lire ça, mais le dessin est magnifique, puis l'histoire est super bonne aussi, puis c'est ça, il y a un petit dossier documentaire à la fin, mais vous checkerez ça. Stéphane Fert, c'est vraiment un de mes dessinateurs favoris en ce moment, puis cet album-là est excellent. C'est voilà. noté. Je reste sur la bande dessinée américaine. La semaine passée, Cliff nous avait parlé des numéros de Batman Fortnite qui sortaient et qui étaient rapidement achetés parce que là, bon, Fortnite, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un jeu qui est très populaire chez les jeunes. Et dans ce numéro-là, qui a été créé en partenariat, entre autres, avec DC Comics et le développeur de jeux vidéo, vous pouviez avoir des codes pour du matériel digital numérique exclusif, donc des skins. Il y a peut-être d'autres items, je ne les connais pas tous. Là. Je n'ai pas joué malheureusement à Fortnite. Donc la série, le titre, c'est Batman Fortnite Zero Point. Le premier numéro a été déjà imprimé 2 autres fois. Donc il y a eu une deuxième réimpression, une troisième réimpression. Et le numéro 2 et 3 ils ont déjà une deuxième réimpression de prévu. Donc à chaque fois que vous avez un numéro, vous l'achetez, vous avez accès à un code qui vous permet dans le jeu Fortnite d'avoir accès à du contenu numérique exclusif. Ce qui fait que ça crée une espèce d'inflation. Les gens vendent des numéros qui ne sont plus disponibles sur les internets. Et Cliff, d'ailleurs, proposait la semaine passée d'attendre avant de mettre la main dessus, que lui, au niveau des boutiques, il recevait des appels, puis ils l'ont plus. Ça a été acheté partout. C'est un genre de numéro qui attire en boutique, dans les commerces, des gens qui habituellement ne consomment pas de bande dessinée. C'est pas une mauvaise chose, parce que peut-être que c'est une porte d'entrée pour eux, puis éventuellement, ils vont peut-être se pencher vers d'autres séries. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'il y a une édition hardcover, donc couverture rigide, qui s'en vient déjà pour Batman Fortnite Zero Point. Donc, ça a déjà été annoncé. Juste le numéro 1, genre? Non, l'ensemble des 7 numéros va sortir au mois de septembre. Je pense que c'est 7 numéros total. Donc, au mois de septembre prochain, le 7 septembre prochain, en magasin, vous allez pouvoir mettre la main sur le hardcover et tous les codes numériques des single issues, des numéros individuels, seront disponibles dans le trade. Donc, si vous voulez attendre le mois de septembre, ce qui n'est pas bien loin, c'est quand même dans 4 mois à peu près, vous allez pouvoir mettre la main sur les codes si vous n'avez pas été en mesure d'acheter les singles en boutique en ce moment, surtout que c'est la folie. C'est drôle parce que déjà, en ce moment, sur les meilleurs vendeurs d'Amazon, le titre se retrouve et il n'est même pas publié encore. Il est en précommande pour l'instant. Donc, ça vous donne une idée à quel point ce jeu-là est populaire auprès des jeunes. Des jeunes qui sont prêts à mettre la main sur des bandes dessinées que leur papa. Ça, je veux dire, avec l'argent de leurs parents. C'est ça, oui. Mais dans tous les cas, je trouve ça intéressant. Au moins, si vous n'avez pas été en mesure de pas être en mesure de mettre la main sur les singles, vous allez pouvoir réussir à débloquer éventuellement les items que vous voulez avoir. Puis qu'on ne vende pas un numéro 1 à 200$ parce que la demande, elle est présente. Donc, attendez un petit peu si ça vous intéresse.
Et donc, pour résumer l'histoire, il y a une fissure qui s'ouvre au-dessus de Gotham City et ça transporte Batman dans un univers qui est de parallèle, bizarre et de loop. Donc là, on fait référence à Fortnite, bien sûr, et dans lequel Batman oublie qui il est exactement. Je serais curieux de lire la bande dessinée, voir si elle a des qualités au niveau narratif. Pas parce qu'on fait une adaptation, un crossover qu'un jeu que c'est nécessairement mauvais. On en parlera au show, mais que ce soit fini. Oui, Ouais, ça j'aimerais sera ça. fini en septembre. Ça pourrait être le fun. Ben oui, ça pourrait être le fun. Peut-être qu'on va attirer des jeunes comme ça. Je dirais à Bastien de dire à ses amis d'écouter le show. La seule Ou fois que pas. Bastien va écouter Les Mystérieux Étonnants, c'est ça pour qu'on pas parle de Pas une Fortnite. bonne idée, je pense. Non, ben je sais pas. Fait que c'est ce que j'avais pour Fortnite. Sinon, vraiment rapidos, parce que je trouvais ça intéressant d'en parler. Vous savez que Godzilla King of Monsters est sorti quelque part autour de... pas quelque part, il est sorti en 2019 et à la même période, Legendary avait déjà commencé à travailler sur Godzilla vs. Kong, dont on a parlé il y a quelques semaines. Et à ce jour, Godzilla vs. Kong, ou Godzilla vs. Kong, c'est le film qui a le plus rapporté depuis le début de la pandémie. Le film de Adam Wingard a récolté 386 millions. Non, attendez, excusez. 400 millions. Je cherchais le chiffre. 400 millions au total, ce qui est énorme, surtout considérant qu'il y a des marchés qui ne sont pas encore ouverts, dont le Japon, je pense le Brésil. Au Brésil, ça va pas très bien en ce moment, et en Grande-Bretagne. Donc, il y a une possibilité de faire de l'argent du côté de Legendary. Ça pour dire ce que je voulais... Sais-tu si ces montants-là, mettons, ça prend en compte, tu sais, je sais qu'il y en a dans nos amis qui l'ont loué, genre, au Cinéplex, je pense que ça fait partie genre, de au l'ensemble. prix 25$, mettons, Ça fait partie de l'ensemble là-dedans? de l'enveloppe. Je peux pas croire qu'ils ont atteint 400 millions avec juste des rentrées en salle, surtout quand les salles sont pas complètes. Là. Donc, ça doit comprendre, entre autres, la location en ligne, que ce soit sur Amazon ou, j'imagine, PlayStation pouvait le permettre aussi. Il y a différentes façons que vous pouvez le louer légalement. Tout ce que je voulais dire, en fait, c'est que quand le film était en développement en 2019, il y a eu le film Godzilla King of Monsters qui est sorti, qui a coûté 170 millions à créer et qui a récolté 386 millions. Donc, ce qui était une déception pour Legendary. Et on pensait que Godzilla vs. Kong allait être le dernier de la franchise des monstres de Legendary Pictures, qu'on allait arrêter avec le film. On pensait ça. Mais je te rassure, Laurent, je te rassure parce que la nouvelle, en fait, c'est que maintenant, avec le succès de Godzilla vs. Kong, malgré la pandémie, du côté de Legendary, on est en négociation avec Adam Wingard, le réalisateur du dernier film, pour réaliser un nouveau film. Et là, ils ont un type de travail qui est bien, mais qui augure un peu l'histoire. C'est Song of Kong. Donc, pas Song S-O-N-G, mais fils S-O-N de Kong. Donc, le prochain film sera à propos du fils de King Kong. Donc, attends, je l'ai lu cette nouvelle-là parce que tu l'as posté cette semaine. Oui. Mais ça avait pas l'air sûr. C'était genre un des projets possibles. C'est un des titres de travail potentiel. Puis de toute façon, Adam Wingard n'a pas signé encore le contrat avec Legendary. Ils sont en négociation. Il faut dire qu'Adam Wingard aussi est très occupé en ce moment. Il a signé pour réaliser l'adaptation du cartoon des années 80 Thundercats au cinéma. Il va aussi réaliser, puis ça je ne le savais pas pour le compte de Universal, Face Off, la suite de Face Off. Ah oui. Ils vont rééchanger leur face. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec ça, mais c'est peut-être pas une bonne idée. On dit une suite, parce que c'est dans le même univers, mais ça a été présenté comme une suite. Ce qui est aussi intéressant par rapport à Godzilla vs. Kong, c'est que le film se retrouve juste derrière le film de monstre de Legendary qui a rapporté le plus d'argent, soit Kong Skull Island en 2017 pour 566 millions. Donc, le film de Adam Wingard en a eu 400. Donc, on n'est pas très, très loin derrière, puis on est en pandémie. C'est quand même un exploit. Quand même. Donc, ouais, ça augure bien pour la franchise qui risque d'au moins se poursuivre pour un film. Peut-être que les gens aiment plus King Kong que Godzilla. Bon, ça y est encore divisé, Laurent. Je sais pas quoi penser de ça. Y a-tu comme des diagrammes de veine de genre Sister Act 2, Godzilla, King Kong? Ouais, moi je suis au milieu de tout ça. J'ai pas rapport. Ça revient tout à Laurent. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était pour Legendary puis l'univers des monstres qui risque de se poursuivre. Avez-vous autre chose ou on a terminé? Moi, j'ai terminé. Moi, j'ai deux affaires très rapides.
D'abord, j'aimerais vous montrer le marqueur dont je viens de me servir et qui mystérieusement fonctionne encore. C'est un marqueur de Darth Maul. Wow. C'est un marqueur de Darth Maul qui date fait peur. de 1999. Ce marqueur-là est plus vieux que Bastien. Oui, et il fonctionne encore. Et sinon, je suis allé au Biodôme, c'était hot. Oui, j'ai T'as vu réussi à aller au Biodôme. une photo de toi avec un comment t'appelles ça, un tapis? Un capybara. Un capybara, ouais. Mes animaux Ouais. préf. D'ailleurs, c'est en ce moment, c'est un peu complexe aller au Biodôme dans le sens qu'il faut que tu achètes tes billets très en avant. Je pense que ça fait 1 mois que j'avais acheté ça. Mais meilleure expérience de Biodôme de toute ma vie. Parce qu'il n'y a personne. Parce qu'il y a presque personne. Nice. Les animaux sont chill. Ben oui, ils Mon sont ami, pas elle a vu stressés. le lynx, le paresseux, tu sais, ceux qui sortent jamais. Ben, là. pour vrai, là, je suis allé. Tu sais, pour vrai, toutes les fois que je suis allé au Biodôme, je suis allé souvent quand j'étais petit, là. Toutes les fois que je suis passé devant l'enclos du lynx, je suis comme, ah, je pense que la touffe de poils, là, c'est un lynx. Là, les 2 lynx qui battent folle, super proches. Wow. Le castor qui chill tout. J'ai tout vu. À part la Wow. loutre, elle faisait dodo quand même. Mais Ah, bon. genre, c'est Allô. vraiment la meilleure expérience de Biodôme que j'ai eue de toute ma vie. 3 sur je le 4. recommande chaudement. Génial. 3 loutres sur 4. Toi, il te restait-tu Ouais, quelque ouais. chose, Marilyn? Non, je suis correct. Juste avant d'y aller, pour vous dire, pour les gens intéressés, c'est disponible seulement pour certaines plateformes. C'est pas sur toutes les plateformes, mais Netflix vient de déployer sa nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Play Something, qui est en développement puis à l'étude depuis environ 1 an. Donc, par exemple, sur PlayStation, sur différentes télés intelligentes à laquelle vous avez branché votre compte Netflix, vous allez avoir la possibilité, en entrant dans la section de votre compte, il y a une option qui est marquée « Joue quelque chose ». Donc, il va te proposer des films et des téléséries basées sur tes choix Ah. ultérieurs. Fait que tu passes pas 2 heures à browser sans Ben, savoir ouais, mais à date, moi, j'ai juste fait non, ça me tente pas. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Fait que ça règle pas mon problème. Mais le but est ça, c'est d'essayer de pallier au problème de decision fatigue. Donc, l'idée que tu as une liste qui est pleine puis tu n'arrives pas à choisir quoi faire. Tu sais, on a le même problème que les BD. Tu as une pile pleine de BD puis tu es comme, ah, j'ai rien. Ouais, Je j'ai sais une pas pile de comment- livres en arrière de moi. en ce moment. Bon, ben c'est ça. Ça fait ça. Donc, Ouais, mais des c'est fois, quand ils sont là depuis trop longtemps, on dirait qu'ils font partie du décor. c'est ça. Donc, c'est juste disponible sur les plateformes télévisuelles, donc TV intelligente, PlayStation. C'est ça. Fait que si vous avez C'est quand l'opportunité. même intéressant. L'idée est Toujours bonne. pas de filtre par langue, mais d'accord, Netflix. Oui, c'est ça. Ben, il essaye. C'est déjà la meilleure interface que ben d'autres services de streaming. Ouais, Prime, mais Crave fait dur en tabarnak aussi. J'ai essayé d'écouter des trucs sur Crave la semaine passée, puis j'étais, OK, quoi, il faut que, sur mon PlayStation, il faut que j'attende d'avoir fini l'épisode pour passer au prochain. Je peux pas accéder à la liste d'épisodes. C'est ça que tu es en train de me dire, là? Maudit Crave à la merde. Fait que c'est ça. Des gros problèmes, hein? Des gros problèmes de produits. Oui. On va prendre Ça, puis t'as pas de bounce pour ta statique en plus. Là. Non, c'est trop. C'est C'est très trop. triste. On va prendre une petite pause. Je vous rappelle que si vous voulez appuyer les activités des Mystérieux Étonnants, faire en sorte que l'on continue à pouvoir faire du podcast et éventuellement se diriger vers un studio quand ce bordel de merde duquel je suis vraiment fucking tanné finisse, vous pouvez donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. C'est super simple. Vous allez sur mystérieuxétonnants.com. Il y a un bouton « Faites un don » en haut à gauche. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vos Patreon pour l'équivalent de 1 café par mois. C'est absolument rien. Vous avez les Mystérieux à chaque semaine. Vous avez Bifurcation, qui est le podcast exclusif directement sur Patreon en échange de votre contribution. Vous avez Terre Humaine Cheese d'Or, qui est aussi un podcast exclusif en échange de votre contribution Patreon. Puis en plus, ça permet de financer 2 autres shows. Noël Cheese d'Or et Terre Kaiju. Il y a un épisode de 4 qui s'en vient cette semaine de Terre Kaiju, animé par Jake Dion et Simon Chénier. Il y a des gros monstres avec de la tapoche. Et l'épisode 4 a également Johan Carwissel comme invité. Donc, c'est un gros show avec beaucoup d'enthousiasme. Yay! Donc, vous avez tout ça pour l'équivalent d'un café. Je sais qu'en ce moment, vous pouvez arrêter et recommencer, puis c'est bien correct. Si vous pouvez donner, ça va nous aider, parce que j'ai l'impression que pour l'été, on dirait que les gens arrêtent leur contribution, peut-être le temps que le monde écoute moins de podcasts quand il fait beau, je sais pas. Mais si vous pouvez C'est le donner... temps de payer ses impôts aussi. Il y a ça aussi. Mais je comprends, je suis pas en train de blâmer personne. Mais si c'est possible pour vous de nous aider de cette manière, allez sur le Patreon des Mystérieux Étonnants. Et en échange, vous avez un lien qui vous amène vers le Discord des Mystérieux Étonnants où les gens, justement, échangent des nouvelles. Parfois, certaines se retrouvent sur le show du lundi.
On écoute des films ensemble les mercredis, souvent vendredis et même samedi. Puis c'est une belle gang, pour vrai, bien bon monde. Puis c'est un bon support moral en ce moment durant la pandémie. Moi qui est tout seul à la maison, qui ne vois pas personne depuis un an, c'est une belle gang. Donc vous avez tout ça pour l'équivalent d'un café. Ça vaut vraiment la peine. Allez sur notre Patreon, s'il vous plaît, donnez ou Patreon des Mystérieux Étonnants. J'ai oublié de mentionner que le bifurcation actuel, les cycles du bifurcation actuel sont dédiés à l'humoriste François Pérusse. Donc chaque bifurcation est dédiée à un album du peuple. Puis, vous avez accès au catalogue. Donc, il y a bien du stock si vous voulez vous taper les autres bifurcations. On est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher et Spotify. On diffuse les lundis également sur Facebook, YouTube et Twitch. On a un Twitch, on a un Twitter, on a un Instagram. Et c'est ça. Bon, on prend une petite pause et on revient avec le sujet de la semaine, qui va probablement passer très vite. The Rise of Ultraman. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va parler maintenant du sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, c'est une bande dessinée de Marvel Comics qui s'intitule The Rise of Ultraman. Ben oui, excusez-moi, j'ai ri 2 secondes. De Kyle Higgins et Matt Groom au scénario. Dessin de Francesco Manna. Et Laurent va nous résumer la bande dessinée. Ah, mon sale! Je pensais que tu allais dire une suggestion de Laurent, puis j'étais prêt à dire que c'était plutôt une proposition qu'une suggestion. Bon, là, on joue que les mots. Là, c'est des... Oui, mais une suggestion, ça fait genre, hey, on va aimer ça. Tu sais, une proposition, c'est genre, il y a ça qui existe. On pourrait peut-être c'est une le lire. suggestion de lire de quoi qui existe. Ouais. Mais Laurent voulait absolument qu'on lise cette bande dessinée. Il a insisté, il a dit c'est la meilleure bande dessinée que Marvel a publiée dans les dernières années. Le pire, c'est que c'était vraiment genre, j'ai vu ça au Millennium, ça existe. Ouais. Pour la joke, là, peut-être juste avant de commencer, Laurent, pour la joke, pour mettre la table, moi, j'ai jamais rien écouté d'Ultraman et je me suis empêché de rechercher le personnage pour la franchise parce que je voulais y arriver complètement frais. Complètement vierge, de lire la bande dessinée, me dire est-ce qu'elle se tient en elle-même. Puis probablement quelqu'un qui est vraiment amateur de Ultraman va y trouver des références, des petits clins d'œil. Je peux pas croire qu'ils l'ont pas fait, là. Mais j'ai décidé de garder ça complètement clean, complètement propre pour pouvoir une écoute optimale, me dire est-ce qu'elle fonctionne en soi, la bande dessinée, sans avoir des référents. Mais Laurent, résume donc l'histoire. Et je l'ai lu hier en plus, puis je suis comme OK, fait que c'est un genre de reboot. I guess. Fait qu'il y a eu un genre de truc qui s'est écrasé sur la Terre dans les années 60. En 66. Qui a tué un gars de l'armée qu'on aimait beaucoup, ça a l'air. Un membre, excuse-moi, je te corrige, un membre du United Science Patrol. Oui. Qui est un genre de shield. Un genre d'armée. Un genre de shield de l'univers de Ultraman. Le météorite qui s'est écrasé cette fois-là était en fait un vaisseau extraterrestre dans lequel on a trouvé plein de trucs sur lesquels on a fait du reverse engineering. Donc, on a créé des genres de trucs d'invisibilité pour des avions, des rayons qui font des choses qui sont mystérieuses au début de la série. Et là, ça se passe de nos jours. Il y a un de ces météorites-là qui revient. Et on suit 2 jeunes gens qui ont toujours voulu rentrer dans l'espèce de shield dont on parlait tout à l'heure. Il y en a une qui est rentrée, l'autre qui n'est pas rentrée, qui est un peu fru de tout ça. Parce que dans cet univers-là, je n'ai pas trop compris si c'est relié au premier météorite, mais il y a des kaiju qui apparaissent une fois de temps en temps. Le USP est comme, faut pas que les gens sachent ça, sinon ça va créer de la panique. Et c'est kaiju-là sont attirés par les émotions négatives. Donc, dont la panique. La peur, la panique et la colère. Fait qu'ils sont comme, hey, si les gens savent qu'il y a ça, ils vont avoir plus peur, puis ils vont en avoir plus. On veut pas ça. Fait que, ils essayent de camoufler tout ça. Puis là, c'est ça, il y a un autre météorite qui revient, il y a un extraterrestre dedans, il y a un des 2 jeunes qui tire sur l'extraterrestre. Finalement, l'extraterrestre, il est comme, là, tu m'as tiré dessus, fait que je vais mourir, sauf si on fusionne. Fait qu'ils fusionnent avec l'extraterrestre et ils deviennent Ultraman. Oui, parce que l'extraterrestre s'appelle un ultra et lui, c'est un homme, donc c'est un ultra et un homme.
Ultra-Homme. Oui. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, que le rayon qui pensait qu'il tuait tous les kaijus depuis ce temps-là faisait juste shipper les kaijus dans une autre dimension, que cette dimension-là allait déborder et que tous les kaijus allaient revenir d'une traite. Là, ils se sont dit « Wow, on veut pas ça non plus! » Fait que, ben, c'est ça. C'est un très bon résumé, Laurent. Merci! Good job! Oui, c'est un tour de force. On rappelle qu'en dans la partie d'émission, on spoil. Donc, si vous n'avez pas lu la bande dessinée, peut-être faire pause, revenir une fois que vous allez compléter votre lecture. Je pense qu'on peut s'entendre qu'à moins d'être vraiment un fan d'Ultraman, cette bande dessinée-là n'est pas faite pour tout le monde. J'ai l'impression que ça va plaire peut-être à ceux qui sont fans d'Ultraman, qui sont à la recherche de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau fait aux États-Unis. J'ai aimé, je vais y aller avec le positif parce qu'on peut quand même trouver du positif et on est aux mystérieux étonnants, donc on n'est pas des geek canals qui ne font que bâcher sur le contenu. Je trouve ça le fun qu'ils n'ont pas fait du whitewashing. On a gardé ça Oui, c'est vrai. en Asie, les personnages sont tous d'origine asiatique. Donc, à ce niveau, on n'a pas changé les noms. La cadette qui est rentrée dans la United Science Patrol, elle s'appelle Kiki. Son ami qui voulait rentrer mais qui a été refoulé s'appelle Shin Ayata. Donc, on est dans l'univers d'Ultraman. Je sens qu'il y a une franchise derrière. Je sens qu'ils ont fait référence à quelque chose qui est beaucoup plus large qu'une... Tu sais, je veux dire, il y en a des fans d'Ultraman. C'est une franchise qu'on connaît, même si on ne l'a jamais consommée. Donc, je voulais laisser la chance aux coureurs. J'ai trouvé que l'art est quand même efficace pour un titre qui, somme toute, est assez ordinaire. Au niveau des enjeux narratifs, c'est très générique. On l'a vu plein de fois, cette histoire-là. C'est juste que ça se traîne les pieds à plusieurs niveaux. Donc, les premières séries... Moi, je chantais, je ne sais pas à quel point c'était voulu du côté de Marvel, que le premier 5 numéros, la première série, la première arche d'histoire servait à voir si on allait avoir une suite éventuelle. Donc, ça prend son temps à s'installer, de mettre les règlements intrinsèques à l'univers, comme quoi, bon, Ultraman ne peut pas durer plus que 3 minutes, qu'il y a cette espèce d'agence gouvernementale-là qui est présente, qui est un peu partout à travers le monde, mais qui est secrète. Les gens savent pas trop qu'il y a des kaijus qui envahissent la Terre. Il y avait beaucoup de choses à étaler puis à mettre en place pour pouvoir faire en sorte qu'on peut apprécier peut-être les prochaines histoires, les prochains numéros. Mais mis à part ça, j'ai trouvé que c'était très confus, diffus par moments. Il y a des personnages qui finissent par disparaître, comme le capitaine Marumatsu, qu'on revoit plus. C'est vrai. On voit plus, il n'y a même pas de résolution. Pourtant, il y a un personnage homologue qui prend le relais, qui est pratiquement l'équivalent, mais version plus âgée. Il y a un scientifique là-dedans qu'on va aller chercher, qui est en exil depuis les années 60, qui a un lien avec le satellite. Le gars qui est dans une mansion of craft. Je sais pas pourquoi. Puis, peut-être, tu sais, on s'entend, là. Ce qui est vraiment l'attrait principal de ces films-là, de Ultraman, c'est de voir la grosse tapoche. Puis même la tapoche, à la fin, est plutôt décevante parce qu'elle se passe majoritairement dans l'eau. Donc, pas océan, mais un fleuve qui borde une ville. Donc, c'est parfait pour éviter de dessiner des buildings qui explosent puis qui s'effondrent. T'es comme, OK. C'est pas mal, c'est pas la pire affaire qu'on a lue, mais moi, je suis resté beaucoup sur ma faim. Ouais. Fait que c'est pas mal là où j'en suis. Je sais pas où est-ce que vous êtes. Marilyn? Oui, j'attendais. C'est vrai que les images sont belles. Je trouvais que c'était clair, même s'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gros plans sur les choses. Les faciès, des fois, sont un petit peu weird. Les faces, on dirait qu'il y avait l'air mort de l'intérieur de temps en temps ou que l'expression ne fonctionnait pas avec l'émotion. J'étais comme mauvais comédien, je veux dire mauvais dessin, je comprenais pas. À un moment donné, il y a un gros plan sur le derrière de la fille. C'est juste ça. C'est comme une double page. Je l'ai pas compris, celle-là. Une double page de gros plans de derrière? Pas une double page, mais c'était comme juste une page, puis c'est quand elle arrive à la mansion Lovecraft là, du monsieur. C'est l'angle de... C'est l'angle, mais c'est... Pour qu'on voit bien la maison, ils sont derrière, Marilyn. C'était juste, j'étais comme, des fesses, d'accord. Sinon, au début, c'était confus, puis j'avais l'impression qu'ils me bombardaient, puis là, je me disais, bon, ils vont éclaircir ou c'est moi qui manque des références. Là, au milieu, j'étais comme, OK, je comprends. Il essaye, comme tu disais, Ben, on dirait qu'il essaye de placer les choses, mais de façon un peu maladroite. Tu sais, je vais faire telle chose parce que sinon, tu sais, il explique beaucoup trop. Ouais. Tu sais, il nous le montre pas, il nous l'explique. C'était très verbeux. Ouais.
Puis là, vers la fin, oups, ça redevient super confus. Puis j'étais comme, c'est-tu moi qui est moins concentré ou qui en a perdu des bouts en chemin parce que ça m'intéressait moins puis que je comprends moins ou ça devenait vraiment très condensé, très compliqué vers la fin pour Ouais, on sent qu'ils essayent de compléter, de finir ça rapidement. Là. Ça Il me restait juste un numéro. Rushé, ils ont comme trop expliqué. Puis là, OK, ça devient peut-être intéressant, qu'est-ce qui va se passer. Puis là, ils ont comme rushé vers la fin. J'ai trouvé ça un peu... Je sais pas, j'ai perdu l'intérêt. La technologie aussi, la manière qu'il explique, on dirait... je sais pas si c'est des fans de Bones, mais tu sais, tout est comme trop expliqué, puis tout est trop simple, puis je vais juste enlever telle affaire, puis mettre telle affaire, puis là, en 5 minutes, j'ai trouvé la maison. Puis t'es comme, non, it's not la maison qui est cachée depuis 40 ans. Parce que science, comme, OK, mais non, OK, j'embarque. Ça marche là-dedans, puis ça marche dans Doctor Who, mais étrangement, ça marche plus ou moins bien, ça fonctionne plus ou moins bien dans ce comic-là. Ça passe pas tout le temps bien, parce que c'est pas d'être, tu sais, basé sur la science, puis c'est leur force, puis t'es comme, non, pas tant que ça. Puis effectivement, la tapoche était pas, tu sais, le payoff de la tapoche était pas assez gros. Non, les kaiju, ils avaient tout l'air épais. Ils ont vraiment l'air des espèces de, tu sais, c'est des dessins, on s'entend, mais on dirait des bonhommes dans des suits de latex. Oui, j'ai le temps. Je pense que c'est l'objectif. Mais je pense que le fan service, il est là parce que, tu sais, moi aussi, je suis... Même si je trippe sur les kaiju, comme Ultraman, c'est vraiment un blind spot. Là. Je connais pas ça, mais je reconnais quand même dans ce qu'on a vu là-dedans des designs que j'ai vus, soit comme des screenshots ou des gifs ou des bonhommes, genre, je reconnais des affaires, tu sais. Fait que je pense que quelqu'un qui s'y connaît un peu plus et va faire comme « Ah ouais, c'est cool, lui, j'avais hâte de le voir, tu sais. » Même si, effectivement, ils ont l'air un peu abrutis, mais je les haïs pas quand même. Ils ont l'air toujours comme la personne que tu surprends sur le bol quand tu ouvres la porte, tu s'appelles quelqu'un. Toutes les kaiju, puis c'est des petits kaiju, hein. On doit spécifier au début, c'est des petits kaiju. Donc, aux grandeurs... Pas à la fin. Je l'aimais ça à la fin quand même. Il était cool. Mais ouais, je vous rejoins quand même, là, honnêtement, ça m'intéressait parce que Kaiju. Puis je dois dire que le cover du premier numéro par Alex Ross, pourtant, moi qui n'ai pas un fan d'Alex Ross, loin de là, je trouve que le cover en jetait vraiment. J'étais comme, ça a l'air nice, ça. Ça m'intéresse, mais c'est sûr que... c'est parce que rendu là, à nos âges, puis depuis le temps qu'on fait ça, on a vu des origin stories, là. Ben, c'est ce que je trouve décevant, c'est venant d'une compagnie comme Marvel, on s'entend Marvel, DC, on fera pas le procès, mais ils peuvent être autant des architectes du pire que du meilleur. Là, il y a du bon stock de super-héros qui se fait dans les deux compagnies, puis il y a du stock non super-héros qui se fait partout, autant chez Marvel, chez DC que chez Image et les petits indépendants. Ça reste très générique. Cette bande dessinée aurait pu être publiée chez un Dynamite Comics où moi, personnellement, je m'attends toujours à le traitement, la moins bonne qualité, oui, surtout au niveau narratif et au niveau de l'art. Là, on s'entend qu'ils ne peuvent pas se payer les meilleurs dessinateurs ou les dessinateurs qui ont beaucoup d'expérience. Mais ce genre de truc que tu sens garrocher. J'ai bien de la misère quand les gens de prime abord vont disculper une adaptation ou un crossover parce qu'ils se disent mais c'est ridicule, c'est Ultraman en BD ou c'est Alien en BD ou c'est tel film qu'on a vu ou telle série qui est en BD, c'est sûr que ça sera pas bon. C'est pas vrai, il y a du bon stock qui peuvent se retrouver entre les pages puis qui peut être bien adapté en bande dessinée, mais il y a aussi beaucoup de crap, puis ça malheureusement ça se retrouve dans la catégorie crap ou dans la catégorie plutôt, même pas crap, dans la catégorie t'es comme ah ok ouais, puis je trouve ça dommage parce que c'était correct. C'était correct. Ouais, sans plus. Tu sais, j'avoue que je suis quand même intrigué par ce que ça installe, mettons, là, dans le sens qu'ils sont comme, OK, cette réalité, cette dimension-là pleine de kaiju, on va essayer de la contrôler puis de les faire popper. Nous, on sait qu'ils vont revenir, on va essayer de gager où, tu sais. Fait que là, tu sais qu'Ultraman, éventuellement, va se battre de façon partout un peu planète, moins bordélique, un peu partout sur la planète en essayant de contrôler les débordements. Mais tu sais, ça, c'est moi, puis je vais lire n'importe quel crap de kaiju juste parce que kaiju, tu sais, genre, je suis pas tant que ça excité, mais le fait est que ça m'intéresse quand même point, mais tu sais, je suis pas full emballé parce que j'ai lu en ce moment, t'sais. Disons que c'est le genre de série qui a plus de potentiel que de qualité
de divertissement en ce moment, où tu vois tout le potentiel de ce que ça pourrait être. Tu te dis, peut-être que plus tard, on va réussir à... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Là. C'est un univers que, en tout cas, nous, on connaissait pas. Mais pour toute leur longue conversation, puis toute leur longue explication, en même temps, à la fin, j'avais pas plus l'impression de connaître c'était quoi le United Science Patrol, puis leur mandat, où tout est un peu flou. Il y a beaucoup de blabla pour rien dire, je trouve. Ça a l'air d'être flou à l'interne aussi. Ils sont en train de se chicaner. C'est ça, j'ai même écrit dans mes notes, calmez-vous, ils sont juste en train de se disputer sur... Ils ont des secrets les uns pour les autres à l'interne, à l'externe. Ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils font non plus. Je pense que ça aidait pas aussi qu'au début de la BD, tu sais, comme toutes les... genre, tout ce qu'on nous explique, mettons, à l'extérieur, pas dans des bulles, mais dans genre le hors-texte, là, mettons, les trucs hors-champ, ça fait la moitié est caviardé, comme si on lisait des documents top secrets qui avaient été comme à moitié effacés. Ouais, mais tu sais, je suis comme... rendu là, à quoi ça sert? Écris-nous-les pas, tu sais. Si tu veux pas nous le dire d'ici, c'est comme à moitié. C'est une bonne idée, mais... Je pense que c'est une manière de présenter présenter le fait que la dynamique au sein de la Science, United Science Patrol, whatever, hiérarchie, elle est très fragmentée ou est très hiérarchisée plutôt. Il y a des choses que tu n'es pas supposé savoir. Mais ça aide pas à ôter... c'est rien, c'est ça. Ça aide pas le lecteur à avoir moins de confusion. Déjà qu'on nous pitch beaucoup d'informations, on est comme, OK, mais en plus... tu m'en caches, tu sais. Mais je veux dire, c'est un bémol, là, tu sais. Moi, c'est ça, j'ai l'impression que c'est un origin story de base où on nous a garoché plein d'affaires. Je suis quand même intrigué de savoir ce qu'on va faire avec, mais je trouve ça un peu malhabile, mettons. OK. Ouais, je suis un peu là. Ouais. Écoute, je suis intrigué. Si on me dit... Moi, c'est ça l'affaire. C'est ça, on me dit, la prochaine série qui est en cours de publication, là, il y a quelqu'un qui l'écrivait tantôt live. Puis on me dit c'est bon, je serais super preneur de continuer ma lecture. Puis Chris, des gros monstres. C'était Rise of the Ultraman, puis là après ça va être genre, je sais pas. Le titre est sorti, là, mais je l'ai pas noté comme on parlait pas de ça cette semaine. Moi non plus, mais tu sais, ça va être comme plus Ultraman, genre moins Origin. Fait que je suis quand même plus intéressé par ça, mais bon. Wait and see, mais... Les personnages principaux, les deux jeunes, sont quand même assez intéressants. Je pense qu'ils sont bien développés. Sont quand même, ils pourraient être plus attachants. Ouais, puis ils ont une relation qui est amicale. C'est pas des amants ou... Ça, j'ai appris ça parce qu'au début, tu la vois juste texter, puis là, il manque les rendez-vous, puis on dirait qu'ils feront exprès. Je pensais qu'elle a ghosté. C'est ça, que c'était comme un couple ou des gens qui dataient, mais là, c'est des meilleurs amis, gars-filles, et je le mentionne souvent que ça manque dans les médias des relations juste amicales. Ça n'existe pas, ça, Marlon. Ça n'existe pas. Salut, Ben! Ça n'existe pas. Cool. C'est quoi cette voix-là? Ouais, je sais pas. C'est Douche Ben. Douche Ben. Douche Ben. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire. Là. C'est ça. En se laissant... Pas dégueulasse. Mais j'aimerais s'entendre, s'il y a des gens qui sont fans d'Ultraman ou qui connaissent plus ça, leur avis là-dessus. Ouais, notre webmess, Eric disait qu'il était bien fan d'Ultraman. Ouais, je sais qu'il en écoutait beaucoup avec son gars. Là. Il l'avait initié à la vieille série. Là, fait que je serais curieux de savoir ce que lui en pense. Puis on attend le film Shin Ultraman aussi. Oui, quand même. Qui s'en vient, qui est supposé sortir à un moment donné. Ça, je voulais dire avant qu'on se quitte, de dire félicitations à notre ami Jake Dion, qui vient de remporter un prix pour sa bande dessinée Alice, qu'il a créée avec Patrick Sénécal. C'est adapté d'un roman de Patrick Sénécal, Alice. La bande dessinée a le même nom. Donc, prix pour Boréal, prix Boréal. Donc, bravo à Jake, qui s'est sorti juste avant l'enregistrement de l'émission. Donc, c'est ça. C'est incroyable. Oui. Et on se dit à la semaine prochaine. Bonne chance pour la prise de vaccin. Allez-y. Moi, j'ai entendu dire, j'ai reçu en fait un email de Santé Canada tantôt, que si vous faites vacciner, vous devenez automatiquement full-fledged. C'est une vraie information. C'est une vraie information. C'est pas une fake news. Il y a un petit astérix. Sauf Jake. Semblait bien. C'est ça. Mais sous preuve de vaccination, vous devenez automatiquement full-fledged. Donc, faites attention à vous autres, puis ayez du fun durant la semaine. On se revoit lundi prochain. Bye. Bye. Bye.